Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne parle pas assez fort. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous accueillir à cette conférence sur l'avancement du projet Scoop. Je suis Georges Assouline et je vais avoir le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui. Avant de vous présenter le premier intervenant, j'ai juste un petit rappel à vous faire. N'oubliez pas à la fin de la conférence de rallumer vos portables. Ça serait dommage de passer à côté d'un message important. Je voudrais maintenant, pour introduire cette conférence, accueillir Didier Balaguer, PDG de Pluristop. Merci, Georges. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. Je sais que les conditions de route ne sont pas faciles aujourd'hui. J'ai eu un certain nombre de messages dans ce sens-là. On va avoir donc 2 heures de réunion assez intense. Georges va être chargé de gérer un petit peu le chronomètre pour que les présentations puissent s'enchaîner du mieux possible et puis que vous puissiez profiter pleinement du témoignage des différentes personnes qui ont répondu favorablement à notre invitation. Donc, je vais démarrer, moi, par une petite séquence d'un quart d'heure là, pour faire un petit point d'avancement sur le projet Scoop, Système Connecteur Universel Produit. On avait eu l'occasion d'annoncer son lancement en février. Et aujourd'hui, il est intéressant de voir un petit peu comment a progressé la démarche. Alors, le contexte, en fait, les données produits, systèmes prennent de plus en plus d'importance, et ceci sous l'effet en fait d'un certain nombre d'événements. La réglementation thermique 2012 qui nécessite notamment de développer des projets avec un engagement de résultats, et pour s'engager sur les résultats, il faut des données fiables à introduire dans les études et les systèmes informatiques. Le Grenelle de l'environnement également, avec la notion d'empreinte écologique qui va devenir de plus en plus pressante dans les années à venir. L'engagement de résultats dont je viens de parler, qui dans mon domaine de spécialité qui est l'acoustique, la réglementation acoustique est basée déjà sur cette notion-là, et elle tente à se généraliser avec la thermique et l'empreinte écologique. L'AFNOR, donc en partenariat avec l'IMCC, qui a initié une démarche normative et dont Laurent Hortas nous fera une présentation tout à l'heure. Les contraintes économiques et la recherche de compétitivité, et ce n'est pas Pierre Mitt, qui est président de l'UNTEC, qui va me contredire sur ce sujet. L'IMCC qui lance un parcours formation sur la dématérialisation des données produits pour faciliter le travail de ses adhérents. Et on peut noter également l'obligation réglementaire pour l'usage de la maquette numérique pour tout marché public en Angleterre à fin 2015. Et Alain Maury aura l'occasion de nous faire une présentation un petit peu de l'actualité internationale de la maquette numérique. Alors, le Scoop, déjà, qu'est-ce que c'est? On a essayé d'être le plus concret possible, parce que les flux de données, c'est quelque chose, comme son nom l'indique, c'est dématérialisé, c'est virtuel. Donc, comment peut-on finalement faire le parallèle avec le flux des produits? Il se trouve que le flux de produits produits donc par les industriels sont collectés, sont rassemblés en règle générale sur des plateformes logistiques pour ensuite être distribués jusqu'au lieu d'utilisation des produits, à savoir le chantier. En termes de données techniques produits, on a un petit peu le même cheminement. Les industriels qui produisent leurs données, souvent en phase R&D, sont formalisés dans des avis techniques, des PVDC, des rapports d'essai, des fiches de données environnementales et sanitaires. Le Scoop
permet en fait d'aller collecter cette information, de la stocker pour ensuite la redistribuer vers les utilisateurs que sont les architectes, les économistes, les bureaux d'études, les entreprises qui ont besoin de cette information technique pour réaliser leur mission. Et le but, c'est d'amener cette information prête à l'emploi en évitant toute ressaisie. Alors, au jour d'aujourd'hui, ce flux d'informations au niveau d'un projet, c'est un flux assez séquentiel. Chaque acteur qui intervient sur le projet utilise ses propres applications et a besoin, pour réaliser son étude, de saisir un certain nombre d'informations, à la fois géométriques, la géométrie de l'ouvrage, mais également de l'information sur les performances des produits et systèmes qu'il souhaite prescrire ou utiliser dans le cadre du projet. Alors ça nécessite 10 à 15 ressaisies sur un même projet. La maquette numérique, le BIM, hein, le concept, c'est de faire en sorte qu'une information, quand elle est saisie à un moment dans le projet, elle puisse être réutilisée sans nécessiter cette ressaisie. Ce qu'on peut constater au jour d'aujourd'hui, c'est que l'interopérabilité entre les logiciels, donc pour transmettre de l'information, notamment sur la géométrie du bâtiment, c'est un travail qui est relativement bien avancé. On l'estime, je crois, à peu près à 80% de ce qui devrait être fait pour avoir une parfaite interopérabilité. Par contre, sur l'aspect interopérabilité des données produits, je dirais qu'on est un petit peu au démarrage de cette démarche. Alors sur ce slide, je vous présente un petit peu les flux de données entre logiciels. Et ces flux sont réalisés à l'aide du format IFC, qui est un format international, ISO. Et pour chaque acteur, finalement, il a la possibilité de récupérer l'ouvrage avec un certain nombre d'informations et enrichir ce modèle à l'aide de ses propres informations et transmettre ainsi l'information aux différentes parties prenantes, depuis le maître d'ouvrage jusqu'à l'exploitation du bâtiment, hein, avec les architectes, les bureaux d'études, les économistes, les entreprises, leurs sous-traitants et les exploitants de l'ouvrage. Là, en vert, apparaissent les flux de données entre les industriels et les différents acteurs intervenant sur le projet. Le format là, que l'on utilise pour pouvoir transmettre cette information, que ce soit aussi bien les articles, des produits ou des systèmes constructifs, c'est le format DTHX qu'on a eu l'occasion de développer dans le cadre d'un appel à projet européen Green Conserve pour l'innovation des services à valeur ajoutée pour la construction durable. Alors j'ai essayé là, avec le slide précédent de faire un comparatif avec les flux de produits et les flux de données. Si on veut imager un petit peu le DTHX, c'est un petit peu la grammaire du format, c'est l'ordre des mots, hein. Quand on veut se comprendre, on est obligé d'utiliser le même langage. Et un langage, pour arriver à se comprendre entre un émetteur et un récepteur, il faut un vocabulaire commun qui est défini dans un dictionnaire, et il faut définir l'ordre des mots par la grammaire. Le DTHX, c'est la grammaire. Le DTH, le dictionnaire technique harmonisé, dont nous parlera Laurent, et notamment la démarche normative en cours, c'est le vocabulaire, c'est le dictionnaire. Alors, au niveau du scoop, on a finalement deux types de flux de données, hein. On peut permettre à l'industriel de référencer son offre produit sur des applications accessibles sur Internet avec un identifiant mot de passe, donc un espace sécurisé qui permet de structurer ces données pour les diffuser vers
par le biais de sites Internet, des sites tels que ceux qui sont gérés par Pluristop, mais des sites Internet d'organisations professionnelles, comme par exemple l'UNTEC, qui donne accès à ses adhérents à un catalogue structuré au format DTHX. Et puis un deuxième flux de données où on peut se connecter aux bases de données structurées des industriels par le biais de web services et amener ces données au cœur même des logiciels métiers, en évitant bien entendu toute ressaisie. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ces flux, on peut très bien imaginer de structurer ces données industrielles en ligne et les amener dans les logiciels. Donc il faut le voir comme étant avec un croisement possible. Donc c'est pouvoir fournir les moyens nécessaires à la collecte d'informations sur les produits et les systèmes constructifs pour ensuite distribuer cette information là où les utilisateurs en ont besoin, soit sur Internet, soit dans leurs applications métiers. Et le Scoop, c'est le volet vraiment développé pour amener la donnée dans les logiciels applicatifs, que ce soit des logiciels de DAO, de CAO, de simulation thermique, acoustique, environnementale, économie de la construction. Alors, dans le cadre du Scoop, on a fait un effort particulier sur le développement d'une interface homme-machine intuitive, parce qu'on pense qu'un des facteurs clés de succès, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière à l'utilisation. Il faut des interfaces simples d'usage. Et dans ce cadre-là, on a travaillé avec l'école centrale de Lyon, leur département modélisation de la connaissance, pour faire en sorte, aussi bien pour référencer des solutions que pour aller rechercher de l'information que l'on pourra récupérer dans les logiciels. On a fait un effort tout particulier sur cette notion d'ergonomie. Ergonomie et facilitation de l'accès, de la structuration et de l'accès. Alors bon, il y a eu différentes étapes, des audits, la conception à partir de ce qu'appellent les ergonomes, là, sous forme de mock-up, réalisation de maquettes, pour arriver finalement à une interface homme-machine, dont là je vous présente l'esquisse, mais c'est une interface qui sera prochainement accessible à la fois sur Internet et dans les applications informatiques. Alors, au niveau de l'avancement du projet Scoop, qui rassemble un certain nombre d'industriels, ce qu'on peut constater, là je vous présente les signatures à ce jour. La vocation du projet Scoop, c'est d'être représentatif des usages dans le monde de la construction. En tout cas, c'est l'engagement qu'on a pris vis-à-vis des organismes institutionnels qui nous soutiennent dans ce projet, que sont l'ADEME, OSEO, la région Rhône-Alpes. Donc c'est avoir des industriels qui soient représentatifs et qui permettent de construire on va dire un bâtiment dans sa globalité. Donc je dirais qu'on est en bonne voie, c'est pas encore complètement finalisé, mais par cet échantillon que vous pouvez découvrir à l'écran, on commence à avoir un certain nombre de lots représentatifs. Alors, on va dire qu'on a trois collèges au sein du club Gold DTHX. Les industriels, les éditeurs de logiciels. Et là, c'est pareil, notre engagement, c'est d'avoir, je dirais, un certain nombre d'expériences avec des éditeurs qui couvrent les différents usages dans le monde de la construction. Donc, ces éditeurs qui vous sont présentés développent des applications de DAO, dessin 3D, des applications dans le domaine de l'économie de la construction, des applications dans le domaine de la simulation thermique, des applications de gestion de bases de données. Donc, on est, je dirais, sur un démonstrateur, un projet qui va avoir du sens par rapport aux usages dans le monde de la construction.
Et la troisième composante, on va dire, du projet, c'est rassembler les utilisateurs de ces applications, donc par le biais de leurs organisations professionnelles, telles que les économistes, les architectes, les maîtres d'œuvre, les entreprises. Le groupement ESCAL représente les PME, et Dominique Lefebvre nous fera un petit peu son témoignage, puisque la volonté des pouvoirs publics, c'est de faire en sorte que ces outils qui génèrent de la qualité et de la productivité profitent au plus grand nombre. Pas simplement les multinationales, mais également les PME, les TPE. Et puis nos partenaires industriels qui, comme je vous le disais tout à l'heure, nous soutiennent financièrement. Le projet Scoop, c'est un projet dont le budget est d'environ 400 000 euros et on est soutenu à peu près à hauteur de 50%. Ce qui veut dire qu'il y a néanmoins 50% à assumer sur fonds propres pour une petite société telle que Pluristop. C'est en fait grâce aux partenaires industriels qui nous suivent dans cette démarche qu'on peut mener à bien ce projet. Alors là, je vous présente un petit peu le rétro-planning. On a développé le format DTHX en mars 2011 dans le cadre d'un programme européen Green Conserve pour l'innovation des services à valeur ajoutée pour la construction durable. C'était issu de réflexions qu'on avait eu l'occasion de mener dans le cadre de la commission structuration de données, qui s'appelait structuration de données à l'époque de l'IMCC, qui maintenant s'appelle dématérialisation produit. En septembre 2011, on a démarré le projet Scoop, système connecteur universel produit, avec des conventions signées avec l'ADEME, la région Rhône-Alpes, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Innovare, pour soutenir les éco-innovations. En juin 2012, nous avons signé une convention, un partenariat technologique avec la société MAPS. Thierry Muller vous présentera un petit peu les outils technologiques qu'il met à notre disposition pour déployer rapidement le Scoop. Et en décembre de ce mois-ci, à l'heure où je vous parle, on est sur le point de livrer, on va dire, le démonstrateur en version bêta que les éditeurs vont pouvoir tester, ainsi que les industriels qui souhaitent acheminer leurs informations de manière par flux automatisé. Alors si on se projette un petit peu sur les 2 années prochaines, en avril 2013, on prévoit la mise en production des interfaces homme-machine intuitives et des connexions au logiciel. En septembre 2013, on prévoit l'ouverture commerciale en France d'un service qui s'appellera Access to BIM. En fait, Scoop est un nom de projet. Access to BIM devrait être la marque qui portera ce service en France et, comme vous pouvez le voir dans ce planning prévisionnel, au niveau international, avec un déploiement international en Angleterre, en Allemagne, au Luxembourg en avril 2014, pour ensuite étendre ce déploiement commercial sur 4 autres pays d'Europe, ce qui nous permettrait en début 2015 couvrir 7 pays. Donc j'en ai terminé pour la partie présentation d'avancement du projet Scoop. Je crois qu'il est prévu, Georges, un petit temps de questions-réponses. Marche. Donc si vous avez des questions, c'est l'occasion. Sinon, je passerai la parole. Alors, je vous laisse le micro, Georges. Oui, donc pas de questions. Bon, donc comme d'habitude, Didier a été d'une clarté extraordinaire, donc tout va bien. Je voudrais appeler maintenant Thierry Muller, président du groupe MAPS, qui va nous présenter le partenariat MAPS Pluristop, qui va permettre donc un déploiement rapide, même très rapide, nous l'espérons, de ce projet Scoop. Monsieur Muller. Merci. Bonjour,
C'est la première fois que je suis devant votre assemblée. Donc, quelques personnes me connaissent déjà un petit peu. Je vais assez rapidement, puisqu'on m'a donné 5 minutes royalement, donc je ne vais pas avoir le temps de m'étendre. D'habitude, j'ai besoin de 2-3 heures pour tout expliquer ce que fait le système. Donc là, je vais être très bref. Alors, de toute façon, cette présentation, je pense qu'on vous l'enverra. Et puis à la fin, vous aurez notre adresse mail et le site sur lequel vous pourrez avoir de plus en plus d'informations pour ceux que ça intéresse. Donc MAPS, moi ça fait une dizaine d'années que je suis dans le domaine, ça c'est nos implantations en Europe, donc on est surtout Luxembourg, Allemagne, France, Suisse, ça c'est pour l'instant notre implantation. En chiffres clés, moi ça fait depuis une douzaine d'années que je suis dans les bases de données, les systèmes éditoriaux et tout ce qui est Master Data Management. On a refondu les outils en 2006. Et en 2011, on a créé vraiment une division à part pour être éditeur du logiciel. Ça fait quoi? Ça fait une quinzaine d'années d'expérience. L'avantage de notre logiciel, qui est très puissant dans son concept, c'est que c'est une base de données totalement orientée objet. Donc sans avoir de développement à faire, on peut directement paramétrer l'outil pour arriver à l'adapter à l'ensemble des besoins. C'est ce qui a été un petit peu le cas quand on s'est rencontré avec Didier Balaguer sur le projet Scoop. Donc ça, ce sont des chiffres génériques de ce qu'on fait. Là, vous avez quelques-uns de nos principaux clients en Europe. Et donc ici, pas mal de gens dans la distribution, et je ne les ai pas tous mis, et aussi dans le domaine, bien sûr, du bâtiment. C'est ce qui nous a un petit peu orienté à rencontrer de plus en plus de personnes dans ce secteur d'activité. Donc on a essentiellement tout ce qui est e-commerce, anciennement vente par correspondance, mais e-commerce, tourisme pas mal, et puis le secteur du bâtiment. Donc à quoi ça sert notre système? C'est un outil qui permet de centraliser, structurer, enrichir, garantir l'information, gérer la qualité de l'information, la consulter, l'extraire, la diffuser. C'est exactement ce dont vous avez besoin dans le cadre de projets comme ça, qui sont des plateformes multiproduits, multifabricants, etc., etc. Bon, là, je ne vous explique pas tout ce que ça fait, mais d'un côté, vous avez les filiales, les fournisseurs, les nomenclatures pour les systèmes EDI. Pour alimenter les systèmes EDI, vous pouvez mettre les médias, les vidéos, les documents, vous avez une JET dedans, enfin tous les outils nécessaires sont dedans. Vous rangez tout ça dans le MAPS, vous le structurez, vous le gérez qualitativement, et ensuite vos services communication marketing, vous pouvez l'interconnecter avec la gestion, la logistique, les statistiques, etc. Et de l'autre côté, vous avez tous les éléments de sortie dont peut avoir besoin une entreprise, là dans le cadre du marketing. Donc ça permet d'alimenter ou de piloter directement des sites internet, des sites e-commerce, de gérer la relation client, de faire du marketing direct, de publier des catalogues et des choses comme ça. En plus simple, ça donne ça, quoi. D'un côté, on importe, on organise, on configure, on enrichit, on valide, et puis derrière, on peut publier, consulter, extraire. C'est plus simple comme schéma. Chez moi aussi, ils ont trouvé que mon blabla avant, c'était trop long, quoi. Voilà, donc ça, c'est vraiment la quintessence. Donc maintenant l'outil, on a également les classifications. Donc on n'en a pas qu'une, on a GS1, UNSPC, E-Class et Team. Et donc ça nous permet aussi, on gère bien cette notion classification, nomenclature, etc. Donc on a une bonne maîtrise de ce type de problématique. Voilà comment ça se représente au niveau de MAPS avec, je dirais en bas, la partie Scoop. C'est-à-dire que chez nous, un fabricant ou un industriel va disposer d'un système, va pouvoir ranger ses éléments selon une nomenclature qui est la bonne pour lui. Également, va pouvoir piloter l'EDI et maintenant a une nouvelle fonction qui va permettre de ranger directement les produits. Alors, soit dans le Scoop s'il est uniquement partenaire Scoop, ou bien s'il a déjà un MAPS, il peut le ranger également ici. Et donc, notre outil soutient la structure au niveau Scoop, qui permettra après, bien sûr, de faire toutes les interconnexions nécessaires et de distribuer l'information pour la plateforme Access to Beam, etc. etc. Voilà. Donc là, j'étais un peu rapide. Alors bon, Maps et Scoop. Donc nous, on apporte un des ingrédients pour toute plateforme. Bon, je pense, j'ai discuté avec d'autres gens qui ont des problématiques identiques. C'est la base de données capable de structurer tout type de données sans avoir à programmer. Parce que souvent, il faut programmer, il faut le créer, il faut le développer. On a des cas de figure spécifiques, donc c'est là où on perd du temps et de l'argent. Et notre système est vraiment développé, donc il n'y a plus grand-chose à faire. Et on peut donc se concentrer sur les phases suivantes dans le projet Scoop aussi, ce qu'on a vu très rapidement.
C'est-à-dire qu'on peut très vite mettre en place une maquette, on peut très vite mettre en place des choses opérationnelles, importer des données, les ranger, structurer, commencer à travailler avec, quoi. Donc, nos objectifs communs, c'était d'apporter une solution aux besoins d'échange normé des données techniques, surtout dans le secteur du bâtiment. On a vu un petit peu que des expériences comme GS1 et autres n'ont pas réussi à mettre les choses sur pied, que même en Allemagne, par exemple, il n'y a rien. Chaque fabricant fait un petit peu selon comme ça l'arrange. Mais on sait bien qu'avec toute la partie normative au niveau européen, il va bien falloir à un moment donné que tout le monde se rassemble et qu'on arrive à trouver un terrain commun pour communiquer, quoi. Donc on n'y coupera pas. Et on veut aussi accompagner les industriels, les éditeurs de logiciels spécialisés dans cette démarche. Donc voilà. On est présent aussi sur 2 marchés qui pour nous semblent très importants, parmi les plus importants, qui sont la France et l'Allemagne dans le domaine de la construction. Et donc je pense qu'on devrait pouvoir réussir avec une même volonté à réussir ce challenge ensemble. Voilà. Merci. Si vous avez besoin d'autres informations, vous avez l'adresse du site au niveau Maps. Voilà. Merci beaucoup. C'était 5 minutes. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions à l'attention de Monsieur Muller, pardon? Alors, toutes les présentations, Monsieur Delassus, seront mises sur un site spécifique. Voilà, et on vous communiquera le lien pour récupérer l'ensemble des présentations qui vont être faites, qui ont déjà été faites et qui vont être faites durant la matinée. Merci. Merci, Monsieur Muller. J'appelle maintenant Monsieur Maury, délégué général de Média Construct, et qui va nous faire une présentation sur l'actualité de la maquette numérique. Si je ne me trompe pas, Monsieur Maury. Merci, bonjour. Donc mon propos est de vous parler de Média Construct, de Building Smart, de la maquette numérique et puis un petit peu de l'actualité autour de tout ça. Alors pour nous présenter Média Construct, Média Construct est une association qui existe depuis maintenant 25 ans, dont le but initial était de réunir les professionnels de la construction, enfin tous les acteurs de la filière construction, autour des thématiques des échanges électroniques. Ces dernières années, l'objet de Média Construct s'est exclusivement recentré sur la problématique de la maquette numérique et surtout de la norme Open BIM IFC. Et Média Construct fait partie d'un réseau de structures associatives équivalentes qui s'appelle Building Smart International et qui regroupe depuis 15 ans à peu près 25 pays en Amérique du Nord, en Europe du Nord beaucoup, en Asie et en Australie. Donc l'objet de Building Smart est de développer la norme IFC, de la promouvoir et de réunir tous les professionnels pour s'adresser à eux, les inciter à utiliser ces technologies et cette norme, mais aussi pour les faire travailler et qu'ils expriment leurs besoins pour la faire évoluer. Alors, petite piqûre de rappel, si c'est nécessaire, qu'est-ce que c'est qu'un BIM? Un BIM, c'est essentiellement une base de données objet qui regroupe l'intégralité, qui ambitionne de regrouper l'intégralité de l'information de l'ouvrage bâti et pour satisfaire tous les besoins d'information technique de toutes les étapes depuis la conception jusqu'à l'exploitation du bâtiment, voire sa démolition. Tous les aspects, aussi bien graphiques, alphanumériques, les caractéristiques techniques sont prises en compte. Bien évidemment, également toutes les informations qui proviennent des industriels, l'information produit. Voilà quelques exemples, mais c'est tout à fait partiel
des types d'applications opérationnelles qui peuvent être faites à partir de la maquette numérique. La maquette numérique ayant vocation à être une source unique pour toutes les exploitations acoustiques, environnementales, énergétiques, etc. Aujourd'hui, dans le monde, la quasi-totalité des éditeurs de logiciels, qu'il s'agisse des éditeurs majeurs, les logiciels de CAO, DAO, marques internationales, mais aussi les logiciels métiers qui sont plutôt des marques nationales, et voilà quelques exemples pour la France. Ces éditeurs suivent bien sûr cette technologie, la technologie du BIM, et la norme IFC, qui est une norme unique en son genre. C'est la seule norme en fait qui existe et qui est une norme ouverte, par opposition à des modèles de données BIM qui pourraient être propriétaires et du fait des éditeurs eux-mêmes. La tendance est à l'Open BIM. Cette norme est devenue cette année un standard ISO, l'ISO 16739. C'est la révision 4 des IFC qui a été labellisée ISO. Le processus n'est pas encore tout à fait terminé, puisque je crois que je ne connais pas tous les détails de ces procédures, mais il y a encore quelques documents annexes qui doivent être publiés, mais c'est imminent. Néanmoins, bien que ça soit labellisé ISO, la norme est en constant enrichissement, et c'est l'enrichissement de ce modèle pour satisfaire de plus en plus de besoins opérationnels. Ça va encore se poursuivre pendant des années, et c'est l'objet de Building Smart et en France de MediaConstruct. Alors, pour en savoir plus, le site de référence, c'est le site de Building Smart International. Il est en anglais, évidemment. Et à l'intérieur, vous pouvez aller récupérer l'intégralité de la documentation technique et toutes les informations les plus à jour sur la vie de ce mouvement. En termes d'organisation interne, il y a une nouveauté cette année. Building Smart est une structure dans laquelle tous les membres, donc tous les pays sont représentés à l'intérieur d'un concile et d'une administration. Et ça, c'est le rectangle rose en haut. Et depuis 15 ans, cette structure décisionnaire fait travailler une équipe technique qui s'occupe de développer le standard, qui s'occupe de veiller à ce que son implémentation par les éditeurs de logiciels se fasse convenablement, qui s'occupe de la certification de ces logiciels, etc. etc. Et puis, cette production du groupe technique va vers des structures telles l'ISO, c'est le rectangle, vert en bas. Depuis cette année, depuis le début de l'année 2012, on a eu une idée de créer 2 espaces de travail pour accueillir plus convenablement les professionnels eux-mêmes. Alors les professionnels, c'est aussi bien des grandes entreprises, des majors de la construction, des majors du domaine industriel, des utilisateurs finaux, des bureaux d'études, des exploitants. Et on a choisi de les réunir dans 2 espaces distincts qui sont Process Room. C'est plutôt tout ce qui a trait au process complet de la construction depuis la conception, construction, exploitation. Et puis un autre espace, la Product Room, puisque la problématique de l'information produit est devenue quelque chose d'absolument primordial. Bien sûr, il y a la nécessité de passerelle entre les deux. Donc ces 2 espaces, qui sont la nouveauté de cette année, ont vocation à accueillir tous ces professionnels pour qu'ils expriment leurs besoins. Ces besoins ont vocation à être synthétisés à l'international et être dirigés vers les équipes techniques qui vont procéder au développement adéquat. Alors bien sûr, au niveau de ces rooms, de ces espaces, il y a éventuellement des problèmes linguistiques, puisque pour accueillir convenablement dans un pays un maximum de professionnels, on est obligé de répliquer un petit peu ces espaces, ces rooms,
Et donc, Mediaconstruct lance une Product Room française connectée à la Product Room internationale qui démarre en ce moment, cette semaine, après-demain. Et donc, on met en place ce miroir de la Product Room internationale et les professionnels vont avoir un espace pour s'exprimer. Définitivement, un peu par opposition à ce qui s'est passé ces dernières années, où la définition de cette norme de la maquette numérique était un petit peu entre les mains de spécialistes, on passe de plus en plus la main aux vrais utilisateurs, puisque la maquette numérique commence réellement à se déployer, à être utilisée dans des grands projets par des acteurs majeurs, à être réclamée par des maîtrises d'ouvrage publiques importantes. Il est nécessaire que tous ces utilisateurs de tout type aient le moyen de s'exprimer et de dire tel aspect me satisfait, je voudrais mettre la priorité sur tel autre aspect, etc. Voilà, c'est ça le dispositif qui est en train de se mettre en place. En termes d'événements également, 2012, il s'est passé quelque chose d'assez assez étonnant. Il est né dans un certain nombre de pays de véritables initiatives gouvernementales. C'est-à-dire que le plus frappant et le plus proche de nous, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni, où des membres du gouvernement ont dit l'année dernière, après tout, le gouvernement est un client comme les autres, et le gouvernement a absolument besoin de soutenir avec des moyens consistants la mise au point et le déploiement de ces technologies du BIM et des IVFC, parce que c'est une norme neutre, et on va mettre de l'argent là-dessus. Donc ça s'est traduit par une mission qui a été confiée au chapitre du Royaume-Uni de Building Smart pour définir toute une stratégie, et ça commence à se dessiner, c'est pas encore public, je pense qu'on va avoir plus de détails en début 2013, mais d'ores et déjà il y a un plan qui est établi de façon à aboutir en 2016 à une généralisation du BIM au Royaume-Uni. La masse d'argent qui est mise par le gouvernement anglais est assez conséquente. Moi, j'ai entendu parler de 16 millions de livres pour soutenir ces travaux. Les Anglais ont défini un certain nombre de sujets vedettes sur lesquels ils veulent mettre l'accent assez rapidement. Et parmi ces sujets, il y en a deux qui nous intéressent particulièrement dans Mediaconstruct, puis ça correspond à des projets que nous développons. L'un de ces axes prioritaires porte sur les infrastructures, définir un modèle de données qui convient à toutes les problématiques d'ingénierie, de construction et d'exploitation des infrastructures. Et puis le deuxième sujet vedette, c'est l'information produit. Et c'est considéré comme l'une des urgences. Donc il y a beaucoup de commissions qui se passent en ce moment. Parmi les membres de Mediaconstruct, parce qu'il y en a un certain nombre dans la salle, il y a eu une réunion la semaine dernière à Londres sur ce sujet. Et puis il y a un sujet transversal aussi qui mérite toutes les attentions, c'est le problème de l'éducation, sur lequel beaucoup de choses restent à faire. De façon similaire, il se passe à peu près la même chose en Australie. Alors c'est un petit peu plus difficile à suivre parce qu'ils sont loin. En Corée et également au Qatar, qui est prêt de mettre aussi énormément d'argent sur cette affaire-là. Voilà, donc ça bouge du côté des gouvernements. Alors pour poursuivre tout ça, puisque je suis un peu trop long, le site à fréquenter d'urgence, c'est le site de Mediaconstruct. Et pour en savoir plus, il y a des lettres. Abonnez-vous, c'est gratuit, c'est facile. La lettre Mediaconstruct sort tous les mois. Elle est en français. Si vous voulez connaître mais c'est en anglais, l'actualité internationale, c'est la lettre de Building Smart. Et il y en a 4 par an. Et tout ça peut être téléchargé à partir du site. Et voilà les URL qui vont bien pour en savoir plus. J'espère que j'ai rien oublié. Merci, Monsieur Maury. Encore une fois, un autre sujet riche, mais on est un peu pris par le temps, donc pardon de vous avoir pressé, Monsieur Maury, mais on a pas mal d'intervenants. Je voudrais maintenant
faire appel à Laurent Hortas, qui est président de la commission dématérialisation des informations produits de la IMCC et président de la commission normalisation PPBIM, qui va nous faire une présentation sur la démarche normative AFNOR PPBIM. Bien, donc l'AIMCC, donc l'association qui représente l'ensemble donc, des filières, c'est une association d'associations d'industriels. Donc l'AIMCC donc, travaille sur ces problématiques de réflexion, comment les produits vont être décrits dans les échanges dématérialisés, dans la maquette numérique dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est un travail qui a... Je suis allé un peu trop vite. Ah, il y a une diapo qui saute. Donc c'est un travail, bon, il manque une, voilà, qui a commencé en 93 avec l'association Edibatech, donc association d'éditeurs sur la dématérialisation des informations produits autour des domaines thermiques et électriques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, et qui aujourd'hui arrive sur le processus ISO qu'a lancé donc l'AIMCC. Voilà, sur les diapos. Donc le processus ISO dont je vais vous parler, qui est l'aboutissement, donc maintenant, depuis 1993 à 2012, de 15 ans de réflexion de la part des industriels sur comment décrire leurs produits dans les échanges numériques. Donc, premièrement, quels sont ces échanges? Donc, l'industrie doit échanger de façon traditionnelle avec le commerce. On a un standard qui est maintenu par GS1, le standard GDS. Donc c'est un échange commercial de données plutôt de niveau logistique, facture, commande, donc à niveau bas, niveau article. Et on avait quelques échanges dans le domaine du côté prescription, marketing. Et c'est ce domaine qui aujourd'hui bouge énormément, qui est le domaine de la maquette numérique dont on a vu. La maquette numérique, entre guillemets, j'aurais dû le mettre, c'est dans le petit triangle en bas à droite, les échanges entre les concepteurs, les maîtres d'ouvrage et les entreprises autour d'un modèle unique, et donc comment transmettre, nous, en tant qu'industriels, nos informations dans cette maquette numérique, qui ensuite, arrivant à l'entreprise, va devoir communiquer avec l'information qu'on a transmise au niveau commerce pour nous remonter quelque part vers nous, qui sera notre commande. Donc comment arriver à normaliser l'information pour qu'elle circule de façon homogène dans l'ensemble de ces échanges, comme aujourd'hui l'information circule sur la toile Internet. Voilà. Donc c'est la question que se pose l'AIMCC, et le travail qu'on a mis en place au niveau ISO, avec l'AFNOR, disons au niveau ISO, on parlera pour le moment, c'est au niveau normes françaises avec l'AFNOR, de comment décrire nos produits pour que l'information soit interchangeable dans l'ensemble de ces flux. Donc au niveau maquette numérique, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on est à un niveau de description, les architectes, les ingénieurs, les économistes sont à un niveau de description de l'ouvrage. Donc au niveau industriel, on est plutôt à un niveau de description du système. Donc là, on ne rentrerait pas dans le détail, mais c'est un petit peu les travaux qui ont été faits autour du DTHX, de bien différencier ce qu'est la description d'un système, la description d'un produit et la description d'un article industriel pour pouvoir interchanger dans ces maquettes numériques. Donc le but du travail AFNOR, lancé par l'AIMCC, c'est de dire aujourd'hui, dans ce triangle des échanges, on a 3 acteurs. On a un acteur qui est GS1 au niveau commercial, on a 3 stands, chaque acteur porteur d'un standard. E-Class, qui est un standard d'origine allemande, qui est surtout sur le domaine du procurement, de la maintenance des bâtiments, et ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la maquette numérique, le standard IFC, ISO-IFC. Ces 3 acteurs de standard définissaient chacun de leur côté la façon dont, en tant qu'industriel, on devait décrire nos produits. Ce qui faisait, si on devait échanger vers les 3 acteurs, avoir 3 modèles de description différents aujourd'hui pour échanger cette information. Donc, ce qu'on demande dans le projet AFNOR, c'est qu'ils se mettent autour de la table. C'est la première demande, pour qu'on ait en tant qu'industriel une façon unique de décrire notre information, quel que soit l'usage qui en sera fait dans le cadre de ces échanges, dans ces standards-là. Donc, on n'utilisera peut-être pas toute l'information produite pour faire un échange commercial, mais pour faire un échange dans la maquette numérique, au moins l'identifiant et quelques informations logistiques sont nécessaires au niveau de l'entreprise. Et pour pouvoir boucler la boucle, il y en a besoin justement d'avoir cette harmonisation de l'information.
Donc se mettre autour de la table, c'est le premier objectif qu'on a au niveau de la FNOR, de partager le savoir de chacun et ensuite de mettre une organisation en place pour mutualiser la maintenance de ce travail au niveau du dictionnaire de description des produits du bâtiment. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer sur le détail. Donc un, c'est mettre en place une règle de gestion des propriétés, créer, modifier, supprimer. Deux, de définir de façon précise chaque propriété pour qu'il n'y ait pas de confusion pour nous en tant qu'industriels quand on mettrait une valeur en face. Parce qu'une fois qu'on aura mis nos données dans une base de données, elles seront utilisées de façon transparente dans les logiciels. Et si on a mal saisi une information, on risque d'arriver à de gros dégâts au niveau du projet réalisé et éventuellement des responsabilités qu'en tant qu'industriel, on peut engager à ce niveau-là. Et la troisième partie de ce travail, justement, il y aura une partie de test avec la FNOR du processus justement de gestion de ce dictionnaire des propriétés. Quand je dis dictionnaire des propriétés, ce n'est pas une base de données de nos produits. C'est simplement le dictionnaire qui va nous permettre de dire comment est-ce qu'on décrit nos produits. À partir de ce dictionnaire, donc chaque industriel devra produire son propre catalogue, c'est-à-dire en face de chaque propriété, mettre la valeur correspondante à son produit. Par exemple, sur la propriété longueur, s'il a un produit, mettre la longueur de son produit dans l'unité qu'il souhaite. S'il a une puissance électrique, mettre la valeur de la puissance électrique de son produit. Voilà, donc on ne fait aucun travail sur la partie base de données à proprement parler. Donc c'est là, donc le travail commencé en France, donc sera monté au niveau européen dans un second temps et au niveau ISO dans un troisième. Donc le but au niveau donc France déjà, c'est de travailler avec GS1 de mettre en avant donc dans ce dictionnaire toutes les propriétés qui peuvent avoir un caractère international, comme les propriétés commerciales, où il y en a d'autres, sans doute au niveau de l'acoustique. Ensuite, au niveau européen, chacun de nos produits pour circuler dans le marché européen doit référence à un marquage CE. Dans ce marquage CE sont définies les propriétés de nos produits à respecter au niveau de ces échanges. Donc ça, cette définition, donc en travail avec l'AFNOR, va permettre d'avoir une assise européenne de ce fameux dictionnaire. Et ensuite, au niveau France, on va définir également les propriétés, des définitions de propriétés qui peuvent être locales, parce qu'on doit répondre, nos produits doivent répondre à des réglementations locales, que ce soit thermique, que ce soit acoustique, que ce soit environnemental ou autre, et éventuellement des propriétés qui peuvent être définies dans des marques de qualité qui sont aussi des définitions locales pour les industriels. Sur cette base, donc on est en contact déjà avec un certain nombre de pays, la Norvège, l'Allemagne, UK, les Hollandais également, pour faire cet exercice-là, pour à partir de ces premières fondations, que eux définissent également leurs propriétés locales sur leur pays, et ensuite pouvoir avoir justement un dictionnaire. Le but, c'est d'arriver à un dictionnaire mondial des propriétés demain, qui permettront à un professionnel, quand il réalise un projet dans la maquette numérique, de pouvoir bien utiliser l'information en fonction de la localisation de son projet. Par exemple, s'il fait un projet, un architecte qui va dessiner un projet en France pour une réalisation en Allemagne, va devoir respecter des valeurs sur des propriétés qui sont liées au projet où il sera réalisé, non pas où il sera conçu. Et donc de bien pouvoir, dans les outils informatiques, choisir les bonnes propriétés, donc les bonnes valeurs attachées à nos produits. Donc le principe que l'on pose aux trois organismes, c'est de mettre en musique donc la méthode de définition des propriétés de gestion. À partir de là, de compiler toutes ces propriétés dans ce qu'on appelle un dictionnaire, et ce dictionnaire les transmettre aux trois acteurs pour qu'ils les intègrent dans leur standard d'échange. Donc comment est-ce que ça peut marcher au niveau de la maquette numérique? C'est-à-dire le petit carré en haut à gauche symbolise le standard ISO qui définit des règles avec des cases pour rentrer de l'information. Donc à partir du dictionnaire tel qu'il serait défini, la partie en bas, les gens de l'IFC vont dire dans cette case va rentrer telle propriété, la longueur, telle autre propriété, la largeur. De notre côté, à partir du même dictionnaire, en tant qu'industriel, donc la petite case à droite en bas, nous allons constituer nos catalogues, c'est-à-dire en face de chaque propriété, disons chaque propriété qui est un rapport avec nos produits, ils mettent les valeurs correspondantes. Ce qui fait qu'un éditeur informatique, lui, qui va vendre son logiciel à un concepteur, il va avoir justement, si le logiciel respecte ces règles,
Le concepteur va mettre non pas une valeur, mais va mettre une exigence. Je veux un produit qui a telle résistance au feu. Et en fonction de la case et de la confrontation avec nos catalogues, trouver dans nos catalogues le produit qui, pour la propriété en question, a une valeur qui correspond à l'exigence. Voilà un petit peu. C'est schématisé, mais c'est le principe de l'intérêt qu'il y a à définir un dictionnaire des propriétés standard qui puisse être implémenté par les éditeurs informatiques dans leurs outils. Et comme les outils de SAO sont des outils internationaux, justement, avoir une démarche internationale à ce niveau-là. Voilà un petit peu le concept. C'est un peu schématisé, mais c'est un petit peu le principe sur lequel on travaille. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, c'est en France, il y a donc les trois acteurs. Donc, disons 4 acteurs. Il y a l'AMCC qui représente les industriels. Il y a pour le standard ICLAS, c'est l'Association française des ingénieurs de maintenance, qui est le représentant France d'ICLAS, qui travaille avec nous. Pour GS1, au niveau distributeur, c'est G1 France, SGENCODE. Et au niveau de la maquette numérique, donc c'est Mediaconstruct, qui est le chapitre France de Building Smart, mais qui est aussi le représentant des organisations professionnelles, puisqu'au sein de Mediaconstruct sont présents l'INTEC, l'UNSFA, la FFB, Syntec, CICF. C'est-à-dire que c'est une réflexion globale avec les organisations professionnelles au niveau français. Donc, le travail, c'est de trouver maintenant dans les autres pays s'il existe quels seraient les représentants qui nous permettraient d'expérimenter dans les autres pays le même process qu'on est en train de mettre en place en France. Donc, suite à ce travail de définition de la méthode, donc c'est la constitution du dictionnaire. Et là, pour l'instant, on est en recherche de financement pour compiler toutes les normes, les normes, les marques, bon, c'est pas une norme CE, mais toutes le terme m'échappe, mais tout ce qui est les données qui sont dans les marquages CE, les DOP aujourd'hui, les données qui sont dans les réglementations, RT 2012, NRA, réglementation donc au niveau environnemental, la 01, 010 aujourd'hui ou la 15804 demain au niveau européen, etc. Et de les compiler dans ce dictionnaire pour faire la première partie. Et ensuite, avec d'autres acteurs européens, faire la même chose et compiler leurs propres données. Au niveau de la maintenance de ce dictionnaire, donc c'est une maintenance qui se veut collégiale et avec des professionnels. Donc c'est aussi le travail AFNOR, c'est de définir qui, comment et va gérer cette base de données. Voilà, bon, définition d'une propriété, un petit peu ce qui est la méthode. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les travaux, entre guillemets, de ces travaux AFNOR. Voilà un petit peu, donc le but, c'est de définir, d'avoir une méthode qui va nous permettre de définir au niveau international ce dictionnaire des propriétés qui va nous permettre en tant qu'industriels d'échanger vers les différents outils, que ce soit Pluristop dont on a parlé tout à l'heure, donc tous les éditeurs, entre guillemets administrateurs de plateformes, pour qu'il y ait un seul modèle de description de nos produits, ce qui nous permettra, nous, d'investir en tant qu'industriels sur des outils de production. Et ce n'est pas produire one-shot l'information, c'est demain dans ces outils la mettre à jour en flux tendu. Alors, on n'est plus à produire un catalogue papier tous les ans, on est à produire de l'information qui va se mettre à jour de façon régulière. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça veut dire que derrière, il y aura une implication pour produire cette information. Ce qu'on fait généralement aujourd'hui pour nos échanges commerciaux, on devra les faire pour les données techniques demain recollées à ces échanges commerciaux. Donc, voilà. Donc, il y a une implication forte de la part des industriels pour répondre à la demande des acteurs sur ces échanges numériques qui ne sont pas des simples échanges de fichiers PDF ou de sites Internet comme on le fait aujourd'hui couramment. Voilà, s'il y a des questions. Vous avez parlé de produits et les systèmes. J'ai bien dit, dans la maquette numérique, j'ai bien différencié. Dans le format de ce qu'on a fait travailler justement à Pluristop, c'est qu'il y avait un mélange entre produit, système, produit, article. J'ai même 3 niveaux même. Au niveau marketing, on va parler système et on va parler produit. Et ce produit disons, un système, c'est un ensemble de produits mis ensemble pour faire ce qu'on appelle un ouvrage. Une cloison, un plafond, un mur, c'est un système. Et c'est là où on recolle, pour ça qu'en tant qu'IMCC, on pousse le standard IFC pour qu'on puisse demain, en tant qu'industriel, décrire nos systèmes comme on décrit un ouvrage, selon un standard.
et qu'on puisse alimenter n'importe quel logiciel de CAO via ce standard et pas faire un catalogue système pour tel éditeur, un autre pour tel autre éditeur, ça ne se fera jamais. Donc les systèmes, c'est pour ça qu'on soutient IMCC le format IFC, parce que la description d'un ouvrage est assimilable à une description de système. Ce système se décline en produits, c'est-à-dire il va être constitué, si je prends une cloison, elle est constituée d'ossature en aluminium, de parements, de vis, sans doute quelque chose au milieu. Donc c'est un ensemble de produits qui vont se décliner. Un concepteur va d'abord définir un système et au fur et à mesure qu'on va donner des exigences à ce système, on va dire ce sera plutôt telle ossature parce que le système il fait 15 mètres de haut, il n'en fait pas 3, donc il faut un truc. Le panneau, tiens, je suis dans une salle qui reçoit du public qui doit résister au feu, donc c'est plutôt celui-là qu'un autre. Donc voilà un petit peu comment va se décrire un système. Du système, on descend un produit. Maintenant, ce panneau, il peut être bleu, rouge, vert, etc. Donc là, ce panneau qui est toujours identique, il est décliné en variantes qui sont soit des variantes dimensionnelles ou de couleurs ou autres. Et là, on descend à l'article, c'est sur lequel généralement on met notre code barre, et c'est ce qu'on trouve chez le distributeur. Voilà un petit peu les trois organisations, mais là on va au-delà du travail AFNOR. Là, c'est des travaux qu'on mène de réflexion de fond au sein de la IMCC pour bien organiser aussi les informations. Mais les propriétés telles qu'elles sont définies, une propriété acoustique elle sera plutôt liée à un système. Le feu aussi. Certaines propriétés thermiques également. Donc il faut faire attention, c'est pour ça qu'on dit attention dans les propriétés. Là justement on dit il y a un niveau, elle est liée à la logistique, elle peut être liée à l'article, au produit ou au système. Donc faire attention. Puis des fois, les mêmes propriétés, l'acoustique, il y a certains produits composés qui peuvent avoir ces propriétés acoustiques. Donc il n'y a pas de règles bien établies. Donc c'est pour ça que le modèle il doit être ouvert pour pouvoir correspondre aux besoins de chaque industriel. Donc c'est pour ça que le modèle est assez complexe en réflexion. Hein. Est-ce que j'ai répondu à votre question un petit peu? Plus de questions? Très bien. Bravo. Merci Laurent. Merci. Voilà encore un sujet riche et merci d'avoir respecté le timing. Eh bien, nous allons passer aux prochaines interventions qui est plutôt une table ronde où différents acteurs de la maîtrise d'œuvre vont venir témoigner sur les bénéfices du scoop et notamment de la facilité aux données produits dématérialisées au cœur des logiciels métiers. Et pour cela, je voudrais appeler Pierre Mitt, président de l'Intec, Lionel Blancard-Deléry, vice-président de l'UNSOA, Marc Lissard, qui va représenter le GIP, Dominique Lefebvre, du cluster Escal-Eureka, Régis Lecussan, de la société HPC Recreatis, Bernard Delmas, le secrétaire général du CINAMOB, et André Poux, délégué général du SNI. Bien, on va commencer. Pierre, à toi la parole. Pierre Mitt, président de l'Intec. Quelques mots sur les bénéfices de la dématérialisation de ces données produits au cœur des logiciels métiers. Les avantages. Alors, avant de parler des produits, je voudrais revenir sur la maquette, un peu la maquette numérique. Je pense que c'est une opportunité pour tous aujourd'hui d'avoir cet outil qui nous permet de travailler d'une façon intelligente. Et c'est un rare projet qui, depuis des années, a mis tous les acteurs de la filière du bâtiment autour de la table. Ça, je crois que c'est important. Ça va des enseignants, parce que si aujourd'hui on n'enseigne pas aux futurs professionnels que de tels outils existent, on aura raté notre mission. Les maîtres d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, les industriels, les éditeurs de logiciels, enfin tout le monde a participé et je crois que c'est important. Et ce qui se fait aujourd'hui se fait d'une façon commune. Et donc c'est vrai de mettre au point des logiciels qui peuvent travailler intelligemment ensemble, c'est bien, mais ces logiciels il faut les alimenter.
Et aujourd'hui, quand vous avez un industriel qui vous dit oui, oui, on a une version informatique de notre documentation, en fin de compte, c'est un PDF tout bête du catalogue produit, et je ne vois pas ce que c'est intéressant pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, la réflexion et qui émane des industriels, et c'est ça qui est important, parce qu'en fin de compte, on ne leur impose pas quelque chose, c'est une démarche qui vient d'eux, et là je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, va nous permettre, nous, concepteurs, de faciliter notre travail et de travailler avec des documentations intelligentes. Et bon, toutes les avancées qui ont été présentées par les orateurs avant nous le démontrent. Et aujourd'hui, un produit répond à plusieurs problématiques. Et en fin de compte, les utilisateurs n'ont pas forcément besoin des mêmes données pour un même produit. Et là, l'idée, c'est qu'en fin de compte, chacun peut aller chercher ce qu'il a besoin, s'il a besoin d'une caractéristique dimensionnelle, une caractéristique feu, une caractéristique thermique, acoustique, parce que quand on répond à une problématique, généralement, elle est jamais seule. Et je crois que c'est important, aujourd'hui, le travail qui est fait sur la normalisation, que tout le monde parle bien de la même façon et que les choses soient mises dans les bonnes cases. Nous, je vois au niveau européen, en ce qui concerne les économistes, on travaille sur un autre domaine qui est un code de mesurement, c'est-à-dire aussi de bien comprendre qu'il faut mettre les choses au bon endroit, parce qu'il y a des fois, on a des incompréhensions parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et là, je pense que c'est encore plus important pour des notions de produits, de bien mettre les choses au bon endroit, pour que derrière, il n'y ait pas d'interprétation. Et comme le disait Laurent, ça peut être très dangereux si on laisse un peu la main libre aux gens pour remplir les cases, car on peut avoir des résultats qui seront le contraire des objectifs, et ça peut être très dangereux. Voilà. Parfait. Merci Pierre. Est-ce qu'on peut dire aussi, au-delà des aspects de gain de temps, de réactivité, d'efficacité, pour vous, maître d'œuvre, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un gain en productivité ? Oui, parce que ça permet de réfléchir et de faire plus de simulations. Je crois qu'aujourd'hui, quand on travaille tous dans l'urgence, et je ne pense pas qu'on arrive à chaque fois à optimiser les projets, parce que tout le monde travaille de son côté, et il y a un moment, quand il faut confronter les résultats, c'est un peu comme, je prends notre mission d'économiste, on nous appelle, souvent on est un peu les peintres du bâtiment, c'est-à-dire le jour où il faudrait réceptionner, c'est là que le peintre a les supports disponibles. Ben, nous, parfois, dans notre métier, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, avec la maquette numérique, on s'éloigne de cette problématique. Et le fait d'avoir une facilité d'accès permet aux documentations de faire des simulations. Je vais prendre un exemple tout bête. Quand on est sur une histoire d'isolant, un isolant, il peut avoir une épaisseur et une résistance. Bon, plus souvent, la résistance est importante par rapport à l'épaisseur. Généralement, le produit, il est cher. Bon. Donc derrière, il y a un point de vue économique. Donc derrière, il faut régler le problème de l'épaisseur, il faut régler le problème de la résistance thermique, et après, il faut régler le problème du coût. Et si on peut avoir des outils qui facilitent ces échanges, c'est bénéf pour tout le monde. Alors, c'est de la productivité, mais ça permet de dégager du temps pour la réflexion. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire que ça permet, dans un même temps donné, d'aboutir à des solutions plus performantes. Parfait. Merci Pierre. Monsieur Blancard-Deléry, l'avis des architectes. Monsieur Blancard-Deléry est vice-président de l'UNSFA, l'Union nationale des syndicats français d'architectes, c'est cela ? Je vais faire un petit peu dans le pragmatisme, parce qu'on a vu des ronds, des carrés qui tournaient, des choses écrites en anglais, plein de cycles qui sont difficiles à comprendre. Donc nous, on a demandé à tous les intervenants déjà d'être dans une démarche un petit peu plus pragmatique et comprendre tout ce qui a été montré, quoi. Donc, alors pour nous, les architectes, c'est le BIM, parce que je suis porteur de ce projet-là au sein de notre organisme professionnel, c'est la conception en 3D. C'est-à-dire la saisie du projet en 3 dimensions. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de fabricants de logiciels qui sont invités à travailler sur ce sujet. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est à peu près 30 à 40% pour l'instant de notre profession qui conçoit ces projets en 3D. Mon souhait, ce serait qu'on arrive rapidement à 50-60% dans les 3 à 4 ans. Bon, les freins à cette conception en 3D, elles sont essentiellement le coût. Le coût des logiciels, parce que la grande majorité des architectes en France, c'est des gens qui sont de petites structures.
Donc la notion de coût déjà à la base c'est important. C'est important aussi pour les industriels, c'est-à-dire qu'il faut que le sujet puisse être appréhendé par l'ensemble des acteurs. Si c'est les grosses sociétés, alors bien évidemment on est en partenariat avec les majors des industries, mais les petits industriels doivent avoir accès au système. Ça a une importance et il y a une discussion aussi à avoir sur les codes des marchés publics. Parce que le but, alors il y a beaucoup d'industriels parmi vous, c'est que leurs produits soient prescrits. Par nous, par les économies, je parle de la maîtrise d'œuvre dans son ensemble. Donc on aimerait arriver dans ce système à ce que ça soit quand même ouvert, parce que le code des marchés publics nous interdit de dire telle ou telle marque. Donc on sait qu'on est des composants, après que ça soit lié à des marques bien évidemment, parce que chacun veut vendre son produit, et que ça soit ouvert au plus grand nombre. Donc cette idée de prix aussi du système, elle n'a pas été tellement évoquée. Je pense que les industriels doivent poser la question comment y venir, comment on y va, parce que cette question on la pose chez nous architectes. Donc concevoir les projets en 3D c'est un élément important, le coût est un élément important. Après quand même le planning de tout ça. Pour nous architectes, on est dans une révolution qui est l'équivalent du passage du crayon à l'informatique. C'est-à-dire on passe dans un autre volet. On a entendu le message de nos amis britanniques qui en 2015, l'ensemble des marchés publics seront traités sous format BIM, donc c'est dans 3 ans. Il ne faut pas rêver, ça va venir chez nous très très rapidement. Donc j'alerte mes confrères à vraiment s'y mettre et à l'ensemble de la maîtrise d'œuvre parce qu'on est partenaire. Le dernier petit point, et pour vous alors si vous êtes industriel, vous vendez des produits et votre souci c'est de les commercialiser, c'est le partenariat avec l'ensemble de la maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire qu'on doit revoir nos manières de travailler. Donc pour nous architectes, le projet finalement, l'instant où tout se décide de plus en plus, c'est le permis de construire. C'est-à-dire il n'y a plus de phase, ce que disait Pierre, l'architecte il concevait son projet dans son coin. Après, il faisait le DCE, puis il passait ça à des bureaux d'études, à des économistes. On doit travailler différemment. Donc travailler en amont. Travailler en amont, ça veut dire que l'ensemble des partenaires, économistes, bureaux d'études, travaillent ensemble le plus tôt possible. Ça veut dire aussi un petit message, c'est revoir la manière de traiter nos contrats. Donc la loi sur la maîtrise d'œuvre publique doit être revue, la loi MOP. Les marchés privés doivent être aussi revus, c'est-à-dire que si on fait un travail le plus en amont, y compris d'ailleurs avec les industriels, il y a un travail beaucoup plus important tout au début. Donc on doit revoir les missions et la manière de le traiter au niveau du contrat, c'est-à-dire le permis. Nous, pour tout vous dire, aujourd'hui on nous demande une attestation thermique au niveau du dépôt de permis. Ça veut dire que tous les enjeux d'isolation, d'énergie, tous les domaines doivent être traités. Bien évidemment, on nous demandait des engagements sur la sécurité, sur l'incendie, donc on doit traiter ces problèmes-là. On nous demande l'acoustique l'année prochaine, donc les architectes et l'ensemble de la maîtrise d'œuvre vont devoir produire des attestations acoustiques à partir de 2013. Donc il y a des choix aussi structurels importants, donc de matériaux et d'autres. Et je vous passe sur la qualité de l'air, donc tous ces éléments-là qui nous attendent dans les années à venir. Donc le projet initial, il va être l'élément le plus important, parce qu'après on aura peu de latitude pour le bouger, et comme disait Pierre, les simulations elles doivent être faites très en amont. Donc ces outils servent à ça, quoi. Bon, un petit mot sur Pluristop. J'ai dit à Didier dans sa présentation aussi, c'est pas un reproche. Je pense qu'on doit venir dans les présentations là qu'on vous fait à tous sur des éléments concrets de présentation. Je pense que l'isolant, c'est un bon exemple. Par exemple, la porte peut être un bon exemple. Le vitrage peut être un bon exemple. Pour que tous les partenaires qui participent à ce genre de conférences, et là c'est un message que je passe parce que je suis dans pas mal de conférences, très franchement, souvent on ne comprend pas tout, quoi. Bon, et je pense que comme on est dans le monde du bâtiment, il y a des entreprises derrière. Et alors tous mes partenaires qui sont ici, on se fréquente et on fait beaucoup de conférences parce qu'on essaye de motiver les gens. Mais on se doit, et je conclurai là-dessus, d'avoir des présentations qui soient plus liées au monde du bâtiment, qu'on voit l'utilité. J'ai des amis industriels dans la salle qui pigent pas toujours tout, quoi. Bon, qui voient que c'est important, mais j'ai des confrères architectes aussi qui pigent pas tout non plus, quoi. Bon, donc là, on est vraiment dans une vulgarisation du système.
j'alerte quand même parce que il faut y aller, c'est un élément qui est important, mais il faut qu'on comprenne un petit peu et que ça soit compréhensible par tout le monde, qu'il y ait une montée de la masse et pas une élite où peut-être on est un petit peu parce qu'on est plus en amont dans le système, mais il faut que ce soit la masse qui monte pour que ce soit un succès. Merci, Monsieur Deléry. Alors, au-delà de l'aspect vulgarisation, formation et information que vous avez notamment mentionné, je note que, au regard des responsabilités qu'ont les maîtres d'œuvre en général, cet aspect apport de données techniques au cœur des logiciels métiers peut être pour vous un plus important, et en termes de gain de temps, et en termes de recherche d'informations pour vos projets. Nous, il est essentiel, je veux dire, si on ne traite pas ces éléments-là, vu la complexité des bâtiments maintenant, si on n'a pas les outils derrière, enfin, je veux dire, entre parenthèses, on est mort, quoi. Bon, on voit que multiplier les intervenants, c'est finalement pas un gage de réussite, donc il faut que l'ensemble, c'est plutôt agréable parce que c'est un projet où finalement tout le monde y est, tout le monde est présent, donc il n'y a pas les BET, les ingénieurs d'un côté, les architectes de l'autre, les économistes, quoi. Bon, c'est un travail en commun, quoi. Bon, nous on veut comprendre les systèmes, donc les systèmes soient simples, qu'ils soient abordables financièrement quand même, parce que notre profession n'est pas une profession qui est très riche, quoi, hein. Bon, donc s'il faut repayer et le format IFC, bien évidemment, on le défend parce que c'est un format on va essayer qu'il soit universel et gratuit, quoi. Bon, si c'est pour trouver dans des systèmes où on doit payer des dîmes annuelles, bon, pour nous, c'est pas un système. Donc, on défend l'IFC aussi pour ce caractère universel. Les portails doivent être à des coûts qui soient le plus raisonnable possible. Donc, on a besoin des industriels. Nous, on est prêt à mettre leurs produits aussi. Alors, bon. Voir la prescription, on doit parler. À partir du moment où on n'a pas le droit de donner de marque, comment va fonctionner le système, quoi. Bon, moi je crois, et si le système était évolué, on parlait des isolants ou de la stabilité au feu, on met isolant ou stabilité au feu. Et après, si c'est accessible facilement par l'ensemble des industriels, on va pouvoir accéder et faire notre choix après dans les industriels à partir d'un produit qui est assez basique, quoi. Bon, et après, que ce soit Saint-Gobain, Lafarge ou autre, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, il faut être clair sur ces éléments-là, quoi. Bon, parce qu'on sera sur les marchés publics confronté à ce problème. Parfait. Merci, Monsieur Deléry. Monsieur Lissard, d'abord, merci d'avoir remplacé au pied levé Marie-Odile Durand, qui devait être présente ce matin, mais qui a été retenue pour des notions d'intempéries, malheureusement. Monsieur Lissard, votre témoignage au nom du GIP, donc au nom des industriels, sur ce projet Scoop. Alors, tout d'abord, bonjour, excusez-moi pour le retard. Donc moi j'interviens au niveau du GIP. Donc tout d'abord le GIP c'est 48 industriels donc, qui sont regroupés dans une association tournée vers les promoteurs en priorité, mais aussi maintenant le social et la filière en général. On est partenaire d'ailleurs avec l'Intec et la FPI pour avancer dans ce domaine. Donc nous, notre expérience, on est partenaire avec Pluristop depuis 1 an et demi. Donc toutes les données sont présentes, toutes les bases de données sont présentes en format THX sur le site du GIP depuis 1 an et demi, donc sont mises à jour régulièrement. Donc pour la filière, dès que vous avez des informations à avoir, vous pouvez aller sur le GIP. Vous avez toutes les données au niveau technique, bien sûr, mais aussi au niveau environnemental. On a une forte image environnementale sur ce site. Donc, et après, vous avez le lien vers tous les industriels. Donc, quand vous avez des questions techniques, environnementales ou autres, ou acoustiques, ou feu, comme vous disiez, vous pouvez aller sur ce site. Il est très bien fait. Vous avez toutes les infos par rapport à vos demandes. Et après, vous allez, si vous voulez avoir des demandes plus particulières, vous pouvez aller sur le site en particulier de chaque industriel. Donc ça, c'est important. Donc là, pour l'instant, toutes les données sont récupérables en copier-coller et demain seront téléchargeables via le logiciel des métiers. Faut savoir que depuis 2011, simplement sur la base de données, nous avons à peu près 130 000 connexions et demandes d'informations, et puis c'est exponentiel, donc ça marche plutôt bien. Et il faut savoir aussi que certains industriels du GIP sont déjà partenaires Pluristop, Scoop. Donc je ne vais pas les citer, moi j'en fais partie, je ne vais pas le citer, mais on est partenaires depuis assez longtemps. Et voilà ce que je pouvais dire, c'est plutôt positif pour nous, on continue. D'autres industriels vont devenir partenaires, Pluristop, Scoop particulièrement. Voilà ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Merci, Monsieur Lissard, de votre témoignage. J'aurais passé maintenant la parole à Monsieur Lefebvre, Dominique Lefebvre, qui est directeur du cluster ESCA
Escale Eureka, pardon. En quelques mots, le cluster Escale Eureka, vous nous en dites, vous dites votre activité? Alors on peut le faire en quelques mots, on peut le faire en quelques images. Aussi. Voilà, donc, parce qu'on a parlé de voir tout à l'heure et de toucher, alors au moins voir déjà. Voilà. Bon, peut-être pas toutes les diapos, mais je vais peut-être me déplacer pour les commenter. Merci. Voilà, alors Pierre tout à l'heure disait que bon, il y avait des industriels, des entreprises, il y avait des PME locales, et nous on a la particularité d'être hybride, parce qu'à la fois on est dans le monde de l'école et des écoles d'ingénieurs et des lycées, donc on est labellisé par le ministère de l'enseignement sup, et ensuite on est un cluster garde d'entreprise qui existe depuis 2002, depuis un peu plus d'une dizaine d'années, qui regroupe des entreprises, qui n'est pas un cluster institutionnel, c'est un mot à la mode, mais qui est un cluster d'entreprises. Voilà, donc par rapport à ça, c'est une affaire d'hommes, je ne vous apprends rien, c'est souvent comme ça dans le bâtiment, c'est une affaire d'hommes. Donc vous voyez à la fois des PME et des grands groupes, c'est-à-dire qu'on a su faire cette alchimie entre des grands groupes et des PME, et ça marche. On est également plateforme Énergie Grenelle, vous savez qu'il y a une initiative du plan bâtiment Grenelle aujourd'hui qui est de développer de l'interclustering, c'est-à-dire des réseaux, et puis des plateformes Énergie Grenelle, et nous on est la numéro 10 qui traite de qualité d'usage, technologie avancée, processus optimisé. Processus, tiens, un mot très original dans notre milieu du bâtiment, mais pourtant qui est incontournable. Alors on travaille sur la maîtrise de l'énergie, les matériaux, le chantier, et dans un espace un peu réserve d'Indiens là-bas, qui est le Pays Basque, mais qui est en train d'être interconnecté en euro-régional, bien sûr. Alors bon, ça c'est notre plaquette, je ne vais pas commenter, c'est pas bien grave, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de parler de la démarche BIM interopérable, vue par notre cluster, et des opportunités qu'elle propose aujourd'hui à ce monde du BTP. Étant parti du constat que dans le monde industriel, de l'aéronautique ou l'automobile, on était dans des logiques de gestion de projets interopérables depuis de nombreuses années. Quand on conçoit une voiture ou un avion, les parties prenantes sont tous dans la salle en amont, alors que l'objet est encore complètement virtuel, le construit de façon virtuelle, et derrière on fait les réunions de chantier avant, et nous dans le bâtiment on fait les réunions de chantier après. Donc là, on a quand même pas mal à travailler, et le travail qui a été illustré tout à l'heure par Alain Maury, Laurent Hortas, les autres intervenants notamment, illustre parfaitement l'étude amont et l'approche amont. D'ailleurs, ils sont intervenus il y a un peu plus d'un an tous les deux au Pays Basque, et ils ont vraiment déplacé les murs parce que nos PME locales se sont rendus compte que finalement le chemin était compliqué, mais était aussi générateur de business derrière, puisqu'on a montré que sur des chantiers interopérables, on avait des gains de l'ordre de 20% sur les prix de revient. Alors bon, le BIM aujourd'hui, le cluster, c'est un réseau d'acteurs du BTP, je l'ai dit, surtout des PME, avec une méthodologie globale basée sur des processus optimisés. On a pour ça 3 ou 4 applications phares. Une application qui est Rehabita System, je vais en parler un peu plus loin. Rehabita System, c'est un programme du Grand Emprunt Investissement d'Avenir. On a été lauréat de ce programme-là, et je dois vous dire que quand on a soumis à notre participation à ce programme Investissement d'Avenir, il y avait 25 candidats, il y avait 11 thématiques industrielles, et il n'y avait pas le bâtiment dedans. Comme quoi, le bâtiment, c'est pas forcément encore considéré comme une industrie. Donc on est passé par la fenêtre, éco-construction, éco-énergie, et finalement on a été 2 lauréats, et on est le seul du bâtiment. Il s'agit de faire de la réhabilitation sur le bâti diffus social. Bâti diffus social, là où il n'y a pas d'architecte, pas de bureau d'études, où on a des artisans qui succèdent de façon complètement séquentielle. Enertic, c'est un programme européen avec les Espagnols qui ont pas mal d'avancées en matière d'interopérabilité. Et Infomat, aujourd'hui, on est en train de tester des scans 3D à partir d'un patrimoine bâti existant classé. Alors bon, j'avais développé un peu ça au BIMS Day qui avait eu lieu à Paris il y a quelques mois. L'objectif, c'est de définir un modèle global, une approche systémique, des processus optimisés et en appui de maquettes numériques. On a un outil de gestion de projet qui est le développement d'une plateforme, on a des guides méthodologiques de coordination 3D, de relevé numérique de l'existant avec un laser scan 3D. Et même si dans notre territoire du Sud-Aquitaine, c'était un petit peu compliqué de passer ce message, on a quand même réussi à créer une SAS qui regroupe 15 de nos adhérents pour acheter un scan 3D et derrière faire des nuages de points, et à partir de ces nuages de points, essayer de faire du dessin automatique qui permettrait peut-être au plaquiste, s'il a les documents en amont, de prédécouper ces plaques de plâtre avant le chantier, à l'atelier, dans des conditions optimisées, plutôt que de monter avec 3 plaques de plâtre au 3e étage et puis d'en redescendre 2 parce que finalement il s'est rendu compte sur site que c'était comme ça. Donc c'est là qu'on essaye de faire changer les choses, et vous imaginez que dans cette logique-là, c'est un petit peu compliqué parce que les habitudes sont tenaces.
Donc on a un processus global qui est ici, hein, donc vous aurez les supports, donc je ne vais pas le décrire. D'ailleurs, il y a une partie du schéma qui a disparu, là, celle du milieu, la gestion d'opération, comme quoi il faut avoir de l'humour. Et donc on est dans un processus beaucoup plus global qui part de l'usage et qui va à l'exploitation. Donc ce qui veut dire que l'interopérabilité, ce n'est pas simplement conception et réalisation, c'est un petit peu plus en amont et un petit peu plus en aval aussi. Ah ben voilà, tiens, ça y est arrivé. Bon, donc il y a un contexte de référentiel en pleine évolution, référentiel maquette numérique, on en a parlé, mais également il y a des réflexions aussi sur la HQE performance aujourd'hui, qui crée peut-être des inputs auxquels il faut réfléchir, et il y a des réunions en cours sur ce sujet. Alors bien sûr, l'idée c'est d'intégrer les acteurs, de développer et tester sur des chantiers des méthodologies, de développer et tester des flux de travail, et puis la formation, Pierre-Mitte le disait, c'est le fil rouge de l'évolution Grenelle. Nos étudiants d'aujourd'hui seront les entrepreneurs de demain, ça c'est un mot facile. Simplement, quand on regarde la pyramide des âges dans les PME, il y a des tas d'opportunités pour des jeunes qui, dans les écoles aujourd'hui, et que je vois tous les jours, moi, puisque je suis aussi enseignant, sont nés avec l'informatique, ce qui n'est pas mon cas. Donc voilà, ce qu'on fait, c'est des exemples de méthodologie. Donc on a fait un organigramme un peu de comment ça peut fonctionner. Vous avez une petite maison en haut, le relevé scan qui est fait de cette maison en intérieur et extérieur, le scan à droite, pardon. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, avec des modèles WebShare partagés, des plans vectorisés, et puis derrière, des modèles BIM. Donc, on a un logiciel, nous, qu'on utilise, qui est sur la base du scan qu'on a acheté. Et on crée des surfaces, on fait des exports de nuages de points. À partir de là, on a également des colorisations de nuages de points. Et puis, on fait derrière des modèles 3D, ici, qui sont des reconstitutions. Alors, avec des parties d'ouvrage, hein, je vais passer rapidement, qui nous permettent de faire de la définition de parties d'ouvrage en volume sur AutoCAD, avec des exemples que vous connaissez tous, donc en DXF par exemple, et sur lesquels on peut avoir des points de détail qu'on n'avait pas jusqu'alors. Donc ça permet, y compris à l'artisan, d'aller chercher des cotes qu'il n'avait pas dans un relevé classique et sans erreur, puisque c'est scanné et qu'on n'a plus qu'à les choses. Le problème qu'on a actuellement, c'est je dirais la définition et la densité du nuage de points, qui n'est peut-être pas forcément utile au millimètre, donc il faut le caler en fonction des usages. Donc derrière, on fait des images point de câble, des vectorisations manuelles sur AutoCAD. On fait également des relevés de façade. Je passe un peu rapidement. Bon, ça, c'est des nuages de points, donc on ne voit rien, j'avance. Hein, simplement, ça permet derrière d'aller sur ce type d'objet et sur la reconstitution après d'une image. Voilà. Alors, on a fait également avec Saint-Gobain des expérimentations sur des chantiers en région parisienne, à partir de scan 3D d'un immeuble, sur lequel l'idée, c'est de regarder comment on peut... sur une réhabilitation d'un ouvrage petit collectif ici, caler des nouveaux procédés de construction. Alors quelques exemples de relevés effectués. Immeuble de logement collectif, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Gobain. Façade immeuble à Rueil également. Façade poste d'entrée d'un centre de recherche à Aubervilliers. Maison individuelle sur le Pays Basque. Une autre maison de retraite sur le Pays Basque. Et à Biarritz également une villa un peu classée. Voilà. On a également deux autres opportunités, je termine. C'est... la reconstitution de patrimoine historique classé. Donc là, on a un projet interreg qui nous permet de faire du relevé 3D et d'utilisation de la maquette numérique pour exploiter un petit peu ce bâti-là et générer des opérations de formation derrière. Et puis le grand emprunt dont je parlais tout à l'heure, c'est ça, c'est comment on a des opportunités de chantier d'habitat individuel, maison individuelle, où on va travailler sur le processus et augmenter la compétitivité des PME par rapport à ça. Alors, la démarche, c'est la suivante. Groupe de travail numéro 1, chantier test, diagnostic de performance, levier financier à la rénovation, R&D et innovation, outils métiers et formation et processus. Tout ça dans ce processus global de gestion de cette opportunité. Donc ça, c'est une vraie opportunité puisque l'idée, c'est quand même, vous le voyez au centre, de travailler sur des chantiers test. Nos adhérents, qui sont des PME, ne croient que s'ils voient, ils touchent. Donc ce n'est pas la peine de faire des conférences ou des grands discours, il faut les faire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi derrière produire des résultats et les emmener sur les chantiers avec nous. Voilà, donc les chantiers, c'était la diapo suivante, un chantier pilote instrumenté et monitoré avec des dossiers témoins référents. Alors on espère que notre démarche qui est expérimentale va apporter un petit peu de valeur ajoutée à toutes les réflexions qui sont apportées ici. Donc nous, on est des utilisateurs de ça au sens pragmatique. Donc il y a des fois où on se trompe, il y a des fois où on fait des choses pas bien, mais ça nous apprend à progresser et à progresser en collectif. Voilà. Donc bon, ça c'est d'autres sujets sur lesquels on peut aussi implémenter la démarche interopérabilité. Voilà. Merci Monsieur Lefebvre de votre intervention.
Je voudrais maintenant passer la parole à Monsieur Régis Lécusson, qui est le président de HPC Récréatis et qui va nous livrer son témoignage. Je crois que vous aviez quelques diapos à... Non, je vais rester sur le témoignage et sur le sujet du partage des données et de la communication des données. Donc, HPC est l'éditeur du logiciel métier ArchiWizard et je vais témoigner aujourd'hui en tant qu'éditeur d'outils de calcul. Donc cet outil est un outil d'aide à la décision pour la performance énergétique des bâtiments. Donc notre métier, c'est de faire de la simulation thermique. Et le témoignage que je vais porter, c'est qu'aujourd'hui, pour faire cet outil, pour développer cet outil, j'ai 80% de mes coûts qui sont liés à la non-interopérabilité des outils, au problème de communication qu'on peut avoir entre les outils donc du bâtiment, soit en amont avec l'aspect récupération de la maquette numérique à partir des logiciels de dessin, soit sur l'aspect données, propriétés physiques des matériaux que l'on va utiliser pour faire de la simulation. Donc 80% aujourd'hui de mon activité ne concerne pas mon cœur de métier. Et ça, en tant qu'éditeur de logiciels, je dirais, et plutôt passionné par le calcul scientifique, aujourd'hui, ça me pose un véritable problème. Alors, on arrive à trouver quelques solutions avec les IFC, à récupérer la maquette numérique, à aller chercher la géométrie, ou avec des collaborations directement avec les éditeurs d'outils BIM. On arrive aujourd'hui à récupérer quand même pas mal de données géométriques sans avoir à ressaisir. Didier a parlé pas mal tout à l'heure de ressaisie. Côté géométrique, ça passe. Par contre, côté données, la propriété de la laine de verre, la propriété du vitrage ou de la fenêtre, ça aujourd'hui, l'utilisateur de nos produits, généralement, doit ressaisir cette information. Et nous, en tant qu'éditeur, on doit lui offrir tous les outils pour ressaisir cette information. Et ça, sincèrement, pour des outils métiers, aujourd'hui, on est quand même assez loin de nos problématiques. Le calcul, je dirais, ça pose aucun problème. Tous les soucis que j'ai, et là, c'est pas 80%, c'est 100% des soucis que j'ai aujourd'hui en tant qu'éditeur, c'est sur la mise en données, sur l'aspect production d'interface, pour que les gens ressaisissent une énième fois. Didier disait tout à l'heure 5 à 6 fois, il est gentil parce que je pense qu'un BET, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais un BET saisit pour lui tout seul déjà 5 à 6 fois la même donnée, que ce soit la géométrie, que ce soit le lambda de la laine de verre ou le coefficient de transmission lumineuse du vitrage. Donc ça, c'est la réalité. C'est la réalité, ce sont des coûts. Moi, je supporte aujourd'hui 80% des développements sur cet aspect-là, et vous les payez. C'est 80% en tant qu'utilisateur et acheteur de nos solutions. Quelque part, moi, je suis obligé de ramener ce coût sur le prix final. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la salle, tout le monde est concerné par cette problématique-là. Que ce soit les industriels qui vont saisir, je ne peux pas dire à leur place, mais un nombre incalculable de fois, les propriétés, les performances de leurs produits sur des catalogues papier, sur des catalogues, sur des sites internet, etc. Et on voit que chacun à notre échelle, cette non-interopérabilité ou cette non-communication de l'information nous coûte extrêmement cher. Et je crois que le projet Scoop est une avancée significative sur cet aspect récupération des bibliothèques, récupération de l'information pour alimenter les outils métiers. Alors les premiers outils métiers auxquels je pense, moi, ce sont les outils BIM. Il est important que ces bibliothèques, on puisse les récupérer dans les outils d'Autodesk, dans les outils d'Imagecheck, dans les outils de Visionnaire que je vois dans la salle, dans tous ces outils qui permettent à l'architecte de concevoir, de dessiner, et pendant qu'il dessine, il peut affecter les matériaux. Quand il va dessiner un mur, si on lui dit, s'il décide de mettre de la laine de verre, autant que cette laine de verre, elle amène toutes les propriétés, que ce soit thermique, acoustique, économique, bilan carbone, pour qu'ensuite les logiciels métiers, on sache travailler à partir de là et faire notre métier de simulation. Voilà, c'était mon propos. Merci, Monsieur Lécusson. Je voudrais maintenant passer la parole à Bernard Delmas, qui est le secrétaire général du CINAMOB. Donc, on revient à la maîtrise d'œuvre. Bernard, un témoignage, je vous prie. Oui, tu m'as un peu perturbé. Je pensais qu'on allait faire les trois. Mais bon. Bon, écoutez, je vais redire un petit peu, mais un petit peu différemment ce qui a été dit. Il est évident que la maquette numérique, c'est une révolution. C'est une révolution pour la totalité de la maîtrise d'œuvre.
Ça nous fait travailler différemment, ça modifie nos habitudes, hein, comme il a été dit aussi, on va devoir revoir tout ce qui est contrat. Bon, c'est des gains de productivité, c'est de l'économie. Moi, j'y vois aussi, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes, en tant que maître d'œuvre au sens large, au service du maître d'ouvrage. Donc nous allons, par le système de la maquette numérique, pouvoir lui apporter un peu plus de sécurité sur son ouvrage et je pense à une réduction de la sinistralité. Enfin, c'est pour moi un point qui risque d'être, qui est relativement évident. Bon, si on passe maintenant sur l'aspect, je dirais sur l'aspect du scoop. Donc nous sommes Synamob un tout jeune partenaire, hein, donc à la différence de l'Intec, puisque ça fait moins d'un an. Donc on met à la disposition de nos adhérents sur notre site une application. Bon, c'est tout neuf, ça vient de se mettre en place, donc on va essayer d'améliorer un petit peu parce que c'est le problème, c'est le renseignement de nos amis industriels. Et alors, pour arriver à la fameuse chaîne virtuelle, c'est vrai qu'il y a l'ensemble des acteurs de la maîtrise d'œuvre, mais il manque quand même les personnages importants que sont l'industriel, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes prescripteurs. Donc avec le scoop, on les intègre, et je crois qu'on a vraiment la totalité des intervenants. Voilà. Merci Bernard. Effectivement, les industriels y viennent de plus en plus. On l'a vu avec M. Lissard, représentant du GIP, qui nous a bien expliqué l'intérêt pour les industriels d'être au cœur de cette avancée technologique importante. Je voudrais maintenant passer la parole à M. André Poux, qui est le délégué général du syndicat national de l'isolation. Oui, bonjour. Alors le SNI, c'est le syndicat national de l'isolation. Il y a trois parties, la partie bâtimentaire, la partie industrielle, client final, c'est-à-dire la chimie, la pétrochimie, le nucléaire, l'agroalimentaire, et la partie pose de chambre froide, c'est la troisième partie. Donc aujourd'hui, notre propos, il porte surtout sur le bâtiment. Pour information, dans l'industrie, c'est plus facile. Nous avons des logiciels pour faire des économies d'énergie et pour réduire les émissions de CO2. Il y a la société Calosort là, avec Denis Petit qui nous fait de bons produits, mais je pense que c'est beaucoup plus simple que dans le domaine du bâtiment, j'en suis même persuadé. Pour information, la société Pluristop est également adhérente du SNI et donc c'est à ce titre-là aussi que je viens. Pour la partie bâtimentaire, la FFB, je pense à l'avenir, pourra être de plus en plus représentée parce qu'elle a une vue beaucoup plus globale. Nous avons une spécificité par rapport à eux, c'est que nous incorporons à la fois des industriels, des entreprises et des experts. Donc ça nous permet d'avoir une bonne partie de la filière et ainsi de pouvoir faire des projets professionnels ensemble en se comprenant mieux l'un et l'autre. Donc à ce titre-là, nous sommes bien sûr partenaires du DTX et du DTH, puisqu'il s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux industriels. C'est la partie intégrée de l'industrie dans le projet SCOOP. Alors pourquoi nous sommes favorables? Parce que ça va être un facilitateur pour nos entreprises. Ça va nous faciliter les plans. On aura tous les plans, on aura plus facilement l'accès aux produits. Et ces produits vont constituer l'ensemble du système. Par ailleurs, vous savez que le bâtiment devient de plus en plus complexe, notamment par sa nature isolation, puisqu'on passe du descriptif au performantiel. Performantiel veut dire beaucoup de simulations pour savoir si on atteint les exigences, les performances demandées par le maître d'ouvrage au moment de la conception du bâtiment. Ces simulations, il faudra les conduire ensuite dans la partie exploitation, parce qu'une fois qu'on a construit le bâtiment, il faut regarder l'exploitation, et c'est en termes d'exploitation qu'il faut faire aussi des économies d'énergie. Donc plus on a de simulations, plus on a des données fiables, plus on est satisfait, et plus on peut gagner du temps, en efficacité, etc. Voilà ce que je voulais dire pour ma partie. Merci, Monsieur Poux. Eh bien, pour terminer, je voudrais repasser la parole à... Oh, pardon, effectivement. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle à l'un ou à nos intervenants? Il marche, celui-là? Oui,
Je voudrais poser une petite question peut-être à l'ensemble des personnes qui sont autour de cette table. Est-ce que les outils dont on parle sont également accessibles aux entreprises? Bon, moi je suis architecte et on sait très bien qu'au niveau de la maîtrise d'œuvre, on peut prévoir un certain nombre de choses, de détails techniques, et que, in fine, quand on arrive sur le chantier peut être, excusez-moi du peu, détruit si on n'a pas des possibilités de vérifier effectivement tout ce qu'on a prévu. Or, aujourd'hui, quand la réalité, le principe de réalité dans le bâtiment, c'est que quand on conçoit quelque chose, la première chose que cherche à faire une entreprise, c'est à mettre toute autre chose, soit par habitude, soit parce que c'est moins cher, soit parce que ça l'ennuie moins, et soit parce que c'est plus près pour aller le chercher. Donc là, quand on arrive à une problématique, on va être extrêmement rigoureux, 1, du fait de la complexité que nous imposent les normes, 2, parce qu'on va avoir la possibilité d'y répondre au travers des IFC et au travers des informations techniques qui vont s'y raccorder. Comment va-t-on pouvoir franchir ce Rubicon que va constituer le monde de l'entreprise, qui devra nous fournir cette fois des informations au travers des DOE, nous permettant d'avoir une gestion du patrimoine qui soit parfaitement efficiente. Parce que jusqu'à présent, le bâtiment s'arrêtait à la réception du bâtiment. Maintenant, avec la normalisation telle qu'elle existe, le bâtiment ne s'arrête pas, notre phase ne s'arrête pas à la réception, mais se poursuit pendant toute la vie du bâtiment. Et donc, comment ça va se passer avec les entreprises qui ont peut-être de mauvaises habitudes? Alors, pour te répondre, autour de la table, dans le cadre de Mediaconstruct ou sur les projets qui sont menés dans les différentes régions, les entrepreneurs sont présents. Et ça, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a aussi, comme il y a une éducation au niveau à faire de la maîtrise d'œuvre, il y a une éducation à faire au niveau des entreprises. Et c'est vrai ce que tu dis concernant la vie du projet. Aujourd'hui, on sait bien que les DEO, ce sont des beaux cartons que l'on met dans des coins. Souvent, moi j'ai vu que c'était les plans d'appel d'offres qui étaient transformés en DEO et qui n'avaient pas du tout été revus en fonction de l'actualité et de la vie du projet. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette maquette numérique, ce BIM, il est fait pour les gestionnaires de patrimoine. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la révolution, elle est là aussi. Et qu'on doit avoir une mise à jour permanente du projet. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ce qui va se passer. Parce qu'il y a un moment, on risque d'avoir une déconnexion totale entre la maquette virtuelle et le vrai et le projet. Quand on voit surtout aujourd'hui les évolutions où en fin de compte, moi j'ai vu une application d'utilisation du DE à partir du smartphone où comme on est géolocalisé, on arrive dans une pièce, on met le téléphone comme si on voulait faire une photo, on appuie sur, comme si on allait faire la photo, on dit qu'on veut être sur les plans de fluide par exemple, et on voit les canalisations qui passent dans le mur. Bon. Si la mise à jour n'a pas été faite, ça ne sert à rien aujourd'hui de développer des outils comme ça. On a la même chose au niveau de la structure, pour pouvoir voir où passent les aciers. Quand on est sur un bâtiment et qu'on veut créer une ouverture, faire une modification, si on n'a pas le vrai projet, ça ne sert à rien. Donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant et il faut que les entreprises... Alors aujourd'hui, la FFB est très sensibilisée sur le projet. Il y a un appel à projet qui va être en cours, et je regarde Alain, où en fin de compte, pour impliquer les entreprises. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que c'est un outil qui n'est pas fait que pour les gros. Ça, je suis très à cheval sur le sujet. Je ne pense pas... c'est bien de dire que les grands groupes, ça bien au niveau industriel, au niveau entreprise et au niveau maîtrise d'œuvre, sont intéressés sur le sujet, parce qu'on va toujours nous dire, bah, effectivement, eux, ils ont les moyens. Mais non, je pense qu'il faut démontrer le contraire, de dire que c'est accessible à tous, à tous les niveaux. Et là, autour de la table, on voit bien que les gens qui sont là n'ont pas forcément sont dans de grosses structures. Mais c'est vrai qu'il faut que tous les chaînons participent, parce que sinon, ça ne servira à rien. Mexan Callot, assistant à maître d'ouvrage et consultant aussi pour des managements de transition. Je viens de finaliser une mission avec un entrepreneur pour injecter chez lui donc la maquette numérique, pour qu'il s'en serve comme outil à la fois au niveau des études de prix, du bureau d'études et des travaux.
Je voudrais parler d'une expérience concrète, réalisée, qui a duré 5 mois, mais qui a été quelque part traumatisante pour l'entreprise, parce qu'elle a compris clairement que ces nouveaux outils correspondent en fait à un reformatage complet. Et que ne pas accompagner les entreprises, oui, effectivement, c'est accessible à tout le monde, mais ne pas accompagner les entrepreneurs là-dessus est quelque chose qui n'a pas de sens, en tout cas pour pas mal de monde. Toutes les normes. Mais c'est bien aujourd'hui ce que la CAPEB et la FFB essayent de faire pour sensibiliser les gens. Je pense qu'aussi, alors, si on est dans le cadre d'un marché privé, dans le cadre d'un marché privé, on fait, je peux dire, on fait pas ce qu'on veut. Bon, il y a la norme NFP 0301 qui donne un cadre, mais au niveau des procédures, c'est quand même plus simple. On peut discuter, on peut faire des allers-retours. Quand on est dans le cadre de marché public, je pense que c'est un petit peu plus compliqué. Et là, je pense que la phase expérimentale, la phase plus cas est nécessaire pour mettre en place des choses, développer des guides d'utilisation qui soient accessibles. C'est-à-dire que comment on utilise le BIM au niveau de l'entreprise, au niveau de la maîtrise d'œuvre, pour que chacun ait des documents à se rapporter. Mais c'est vrai que si la personne, elle n'a pas une assistance, il n'y a pas un leader qui est capable de maîtriser la chaîne du processus, ça ne peut pas marcher. Parce que chacun, on va avoir des écueils, tout le monde va se faire peur, parce qu'en fin de compte, le fond du métier ne change pas, c'est la façon de communiquer des échanges qui est différente. Voilà. Donc chacun, aussi ce qui se passe, c'est que chacun a peur de perdre ses prérogatives, de dire mais c'est l'autre qui va me piquer mon métier, et ça c'est très dangereux. Non, c'est de pouvoir faire mieux son métier, parce qu'en fin de compte, on a tous des problèmes, des fois on a les mêmes problèmes, mais on a les traités à des moments différents. Et c'est la chaîne de l'information, en fin de compte, qu'il faut révolutionner et par le mode de pratique, mais ce n'est pas le fond des métiers de chacun qui doit être révolutionné, parce que sinon on n'avancera pas. Complètement. Oui, enfin, moi si vous voulez, par rapport à ce qui a été, les deux questions qui ont été posées, je pense qu'on n'a pas toutes les réponses, effectivement, que c'est un chemin compliqué. Les gens jouent en soliste et maintenant il faut jouer en orchestre. Donc comment on met en marche cette musique, c'est un peu changer les habitudes, c'est vaincre les peurs des différents intervenants. Pierre parlait des grands groupes. Effectivement, nous, on est confrontés plutôt à des PME, compte tenu de la typologie des chantiers sur lesquels on travaille. Je pense qu'on parle aussi beaucoup de formation aujourd'hui en disant Grenelle, le fil rouge du Grenelle, c'est la formation. On parle de formation FIBA, de formation éco-artisan. Je pense qu'on peut encore optimiser et peut-être aller vers des approches qui sont un peu moins, je dirais, académiques et un petit peu plus concrètes dans la façon de travailler dans le processus. Donc, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont des opportunités, créons des opportunités. Quand M. Maury et M. Hortas étaient venus il y a 1 an, ils ont fait très très peur en montrant ce qu'on pouvait faire aux entrepreneurs locaux que nous avions, parce que vraiment il faut changer de paradigme, quoi. On est dans un autre monde. Voilà. Alors bon, les choses ne vont pas se faire parce qu'on le décrète ou parce qu'on claque des doigts, ça va se faire dans la durée. Nous on a un projet sur 5 ans qui nous permet de montrer des retours d'expérience, avec des erreurs, avec des choses qui ne marchent pas, avec des choses qu'il faut optimiser. On est sur un chemin. Pour autant, elles ont conscience, les entreprises, qu'il y a 2 leviers forts. Un, c'est qu'elles vont reconstituer leur marge parce qu'elles vont faire des gains énormes sur leur prix de revient. Elles vont se sécuriser par rapport à aujourd'hui des approches sur la réhabilitation où on fait ça un petit peu au pifomètre, où on a des relevés qui sont des relevés sur les points inaccessibles en particulier, où on ne maîtrise pas tout. Quand on fait des relevés de façade ou des relevés de points inaccessibles, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai un exemple d'un de mes adhérents qui fait de l'aménagement intérieur et qui, chez Blanco, qui a une thalassothérapie à Hendaye, était obligé d'échafauder pour faire un relevé, alors qu'il n'était pas sûr d'avoir le chantier derrière. Donc le fait d'avoir un scan 3D à leur proposer était peut-être une avancée qui leur permettait d'être plus précis. Et en même temps, derrière, si on est capable d'être dans un processus structuré, on fait de la qualité derrière. Et si on fait de la qualité, on a une satisfaction client. Et dans le processus global où l'usage et la garantie de performance intervient, je veux dire quelque part, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs ont des peurs, certes, mais ils sont tout à fait conscients que c'est un incontournable et que de toute façon, il faudra y aller. Donc pour avoir moins de peur, la solution que nous avons, nous, c'est de dire, on est concret sur des chantiers, on mesure des retours d'expérience en acceptant qu'il puisse y avoir des erreurs, mais en même temps, on joue l'équipe, parce qu'à plusieurs, on est plus fort que tout seul. Voilà un peu le message que je voulais poser. Dans la région centre, on est en train de monter une expérience, et avec nous, on a pris des sociologues
parce que pour essayer de comprendre les mentalités des gens, parce que c'est vrai, il y a des choses, il y a des mythes à casser, et donc il faut être vigilant là-dessus, et il faut accompagner les gens, et parfois on n'a pas forcément les bons mots, parce qu'on est trop investi dans le processus de notre métier, et c'est bien d'avoir des gens qui nous accompagnent, qui ont une autre façon de réfléchir, et sont en capacité d'écrire nos besoins. Je voulais juste rajouter une petite chose et un petit levier. J'ai parlé de motiver les gens par rapport au prix, etc. Mais il y a aussi un autre levier, on parlait de formation. Il y a beaucoup aujourd'hui de démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui font un diagnostic ou une photographie des compétences existantes dans les entreprises. On s'aperçoit très curieusement que beaucoup d'entreprises à l'interne, dans leur maison, ne savent pas quelles sont les compétences mobilisables ou celles qu'on peut développer en plus. On a peut-être là un levier de dire, mais justement, une des compétences transversales, de dire on travaille autrement, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut développer. Et là, on sait que les budgets de formation le permettent. On sait que cet investissement formation est un investissement. Comme tout investissement, il ne produira pas forcément des résultats demain matin, mais on est sur ce chemin. Voilà, donc là, on a ces leviers-là et il faut qu'on y travaille ensemble. Je disais tout à l'heure, les étudiants que nous avons dans les écoles d'ingénieurs et les lycées seront les entrepreneurs de demain. C'est aussi des opportunités. Ils sont nés avec les moyens informatiques, ils ne sont pas handicapés. Et moi, je teste souvent de mettre un étudiant ingénieur dans une PME que j'ai repérée en disant, voilà, je vous mets ce jeune-là. Et bien, 6 mois après, le jeune, il est embauché. Hein. Parce que l'entrepreneur a dit, ben voilà, il a su m'aider à vaincre ma peur d'aller sur des systèmes complexes. Parfait. Merci. Une dernière intervention de M. Lecuisson, courte, parce qu'on est un peu pris par le temps. Juste concrètement, pour répondre à ces problématiques de changement de process, dans l'industrie, on trouverait les ingénieurs process. Dans le monde du bâtiment, émerge une nouvelle fonction qui est le BIM manager. Et aujourd'hui, il y a des gens qui assurent ce service auprès des entreprises, auprès des cabinets d'architecture. Et ils sont là justement pour accompagner le changement et mettre en place le BIM. Donc pas de crainte, et il y a des gens qui sont là pour accompagner. Ça existe sur le marché aujourd'hui. Cherchez BIM manager et vous trouverez les profils. Merci pour cette dernière précision. Eh bien, maintenant, je repasse la parole pour la conclusion à Didier Balaguer, le président directeur général de Pluristop. Merci, Georges. Bon, je vais donner donc un petit peu le mot de la fin avant de vous inviter à nous restaurer dans la salle ou la partie juxtant notre salle de conférence. Donc j'espère que ces témoignages vous seront utiles dans vos réflexions stratégiques et vos plans d'action à venir. Par cette conférence, on souhaitait s'adresser d'une part aux partenaires du Club Gold et THX pour les informer de l'avancement du projet Scoop. Ce club qui a pour ambition d'être moteur dans la dématérialisation des données produits, en synergie avec les travaux des acteurs tels que Building Smart, Media Construct, l'IMCC, qui travaillent à l'amélioration de l'interopérabilité des applications informatiques utilisées dans la construction. Bon, les témoignages d'Alain Maury et de Laurent Hortas nous ont rappelé que le monde de la construction avance et est en train de préparer sa mutation numérique. C'est un monde au sens sectoriel du terme, mais également au sens planétaire. Alain Maury nous a effectivement parlé du passage à l'ISO du format gérant la maquette numérique et des initiatives réglementaires menées dans les pays tels que la Grande-Bretagne, l'Australie, la Corée, et j'en oublie. La IMCC mène le travail nécessaire de normalisation et lance des formations pour faciliter la mutation de ses adhérents industriels. Alors, il y a un parcours dématérialisation avec 3 modules. Un module vraiment d'initiation pour celui, je crois que c'est la dématérialisation pour les nuls. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais en gros, c'est j'ai envie de comprendre. Un deuxième module que nous animons, qui est sur la partie qu'on a intitulé pratiquer son e-catalogue, son catalogue intelligent. Donc là, c'est vraiment mise en situation, mise en pratique. Vous venez avec vos données produits et on vous explique comment les dématérialiser. Et puis un troisième module qui est plus une information sur les enjeux normatifs, les données produits dans le cadre de la maquette numérique. C'est avoir la vision, le recul nécessaire pour comprendre ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer dans les années à venir. Donc le Scoop répond aux attentes des professionnels de la construction, comme j'ai pu l'entendre à la table ronde avec nos différents intervenants. Les économistes de la construction, représentés par l'UNTEC, partenaire Pluristop de longue date,
représenté à ce jour donc par Pierre Mitt, président de Lontech, vice-président de Mediaconstruct, il nous a fait part de ses souhaits et de sa vision sur la manière dont le Scoop facilitera le travail des économistes, en quête permanente d'informations techniques et réglementaires sur les solutions qu'ils doivent prescrire dans le cadre de leur mission et les intégrer dans leurs applications. Lionel Blancardellery, qui a dû nous quitter, qui avait une obligation, vice-président de l'UNSFA, en charge de la politique technique, a pleinement conscience que l'architecte doit jouer un rôle moteur dans cette mutation pour continuer à jouer son rôle de chef d'orchestre. Des travaux fort passionnants sont encore à réaliser. C'est l'objet de notre partenariat pour permettre à l'architecte d'accéder à des bibliothèques 3D de produits ou systèmes constructifs réels fournis par les industriels et portant les données techniques utiles à l'ensemble des acteurs de la construction, diffusées au travers de la maquette numérique, dont l'usage se généralise. Le maître d'œuvre, avec l'intervention de Bernard Delmas, délégué général du CINAMOB, les maîtres d'œuvre ne sont pas en reste et aspirent tout autant à contribuer à cette mutation et faire bénéficier leurs adhérents des gains de qualité et de productivité induits par l'usage de ces nouveaux services. Les entreprises sont également concernées, car sans entreprise, pas de bâtiment, même virtuel. Le SNI, Syndicat national de l'isolation, représenté par André Poux, son délégué général, nous a indiqué comment les entreprises d'un secteur tout particulièrement concerné par les besoins de notre société d'amélioration de la performance énergétique et du confort s'intéressent dès à présent à ces nouvelles technologies pour mieux les utiliser à leur lancement. Au sein de la commission acoustique que je préside, nous travaillons à l'enrichissement du dictionnaire pour que l'acoustique soit effectivement bien prise en compte. Dominique Lefebvre, directeur adjoint du cluster, du cluster SK-Eureka, directeur du projet Rehabilita System, nous a également expliqué comment les TPE, les PME du bâtiment se préparent à l'usage de ces méthodes et outils collaboratifs. Alors Marc Lissard, qui remplace Marie-Odile Durand au pied levé, qui est la responsable communication du GIP et qui a eu un petit problème pour se rendre jusqu'à Paris aujourd'hui. Le GIP, le groupement industrie et promotion, représentant plus de 40 industriels leaders respectifs dans leur spécialité et représentant une offre globale pour tout type de bâtiment, nous a expliqué comment concrètement les industriels se préparent à pouvoir accompagner les maîtres d'œuvre et entreprises dans leurs projets en leur délivrant une information de qualité prête à l'emploi pour leurs différents usages. Le GIP a d'ailleurs été précurseur en adoptant sur son site le catalogue structuré au format DTHX dès 2011, année de création du format DTHX, donnant la possibilité à l'ensemble de ses adhérents de diffuser son propre catalogue dématérialisé, enrichissant ainsi le contenu du site du GIP et son attractivité. Régis Lecussan, administrateur Mediaconstruct et président de la société HPC SA et Recreatis, éditrice de logiciels thermiques, de simulation thermique, est pleinement conscient que la donnée technique est incontournable pour le logiciel, pour que le logiciel permette à son utilisateur de produire des résultats de qualité. La gestion des bases de données et l'édition de logiciels sont deux métiers complémentaires qui peuvent se donner mutuellement de la valeur. L'évolution des modèles dans l'avenir vers le DaaS, Data as a Service, et le SaaS, Software as a Service, facilitera un peu plus les mutations au bénéfice in fine des utilisateurs du bâtiment et de la société en général. En effet, le développement de ces usages collaboratifs facilitera la conception et la construction de bâtiments prenant mieux en compte l'impact environnemental sur l'ensemble de son cycle de vie. La société MAPS, représentée par son PDG Thierry Muller, a présenté son savoir-faire en matière de management des données et la technologie développée qui, couplée au cloud computing, nous permettra de développer en partenariat le DaaS Access to BIM au niveau international. Alors, après avoir remercié nos partenaires, je souhaiterais m'adresser à ceux d'entre vous qui se posent encore la question du virage numérique, voire qui ne se sentiraient pas concernés par ce sujet. Le Scoop est un démonstrateur, d'ores et déjà représentatif à la fois des acteurs, producteurs et utilisateurs de données, mais également des usages en matière d'applications informatiques. Il validera les faisabilités technologiques et organisationnelles, tout en préparant les acteurs parties prenantes de cette initiative à la transformation numérique déjà amorcée et en les mettant en bonne posture pour développer un avantage concurrentiel à court terme. Le Scoop ne deviendra Access to BIM
que si la majorité des acteurs l'adoptent. Nous nous sommes dotés des moyens technologiques grâce au partenariat noué avec la société MAPS et au travers de notre plan de recherche et développement 2013. Nous mettons en place les moyens financiers et commerciaux pour que ce merveilleux projet Scoop devienne une réalité commerciale et internationale, Access to BIM. Donc des empires sont tombés pour avoir négligé la révolution numérique dans leur secteur. Pour n'en citer qu'un, la multinationale Kodak. Il ne se passe pas un jour où l'on parle de la compétitivité de la France. La dématérialisation des données produits de la construction peut contribuer à accroître sa compétitivité et son influence internationale. Et ce, d'autant mieux que la France est en mesure d'en assurer le leadership. La réunion internationale organisée à Londres la semaine dernière par BSDD, Building Smart Data Dictionary, à laquelle nous participions aux côtés de la IMCC, a encore montré que nous disposions d'atouts sérieux au regard des travaux internationaux en cours de développement. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas quand Access to BIM sera un succès. Mais une chose est sûre, et j'espère que l'ensemble des témoignages que nous avons pu recueillir au cours de cette matinée vous aideront dans votre réflexion et votre prise de conscience. La dématérialisation des données produits devient le passage obligé pour construire des bâtiments durables en générant de la qualité et de la productivité. Et si les collectes, stockage et distribution de ces données structurées qui vont de pair avec la dématérialisation devaient ne pas prendre les couleurs d'Access to BIM, initiées en France, ils prendront celles d'une démarche lancée par ailleurs. Nous avons en France des leaders mondiaux du secteur de la construction. Ce peut être un facteur clé de succès du projet et de contribution au rayonnement international de la France. Pour vous accompagner dans cette démarche, nous développons des outils faciles d'utilisation, ne nécessitant aucun investissement, financés à l'usage, des services d'accompagnement et de formation en partenariat avec la IMCC. Et pour faciliter votre prise de décision, vous qui avez montré un intérêt en participant à cette manifestation, nous vous avons réservé une offre spéciale participant Scoop 4 décembre 2012. Pour en connaître ses bénéfices, je vous laisse le soin d'en discuter autour d'un verre avec Vanessa, Franck, Georges et moi-même à l'issue de notre conférence. Je vous invite donc à rejoindre l'espace fournisseur ou du salon Passibat où vous sera servi un cocktail déjeunatoire qui se trouve juste à côté de notre salle de conférence. Merci pour votre participation et votre attention. Merci à l'ensemble de nos partenaires qui ont répondu favorablement à notre invitation et à Passibat pour son accueil. Et comme disent les marins, je vous souhaite bon vent pour le cap de la dématérialisation des données produits de construction. Merci de votre attention.